Pourquoi je pense que je ne retrouverai pas l'amour? Ou encore, quand je suis complètement désespérée, hein, on va travailler sur ce thème de, je suis désespérée, j'ai l'impression que jamais, je retrouverai ou je trouverai, il y aura jamais personne vraiment de compagnon pour moi ou de compagne et c'est dramatique, en fait, hein. Là, je voudrais vraiment naviguer dans, quand on est dans des états comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Non, on ne se suicide pas, pas tout de suite. Voilà, au moins c'est convivial, on est ensemble, on en parle ensemble, déjà c'est plus soutenant. Mais c'est vrai que je voulais aborder ce thème parce que parfois ça arrive qu'on passe dans des états comme ça. Des états, on est comme dans un gouffre et on voit tout noir et on a l'impression que ça se terminera jamais, ça sera tout. C'est la vérité de l'instant. Et quand c'est vrai, j'ai l'impression que ça va être définitif, que ça va durer toujours, et qu'il n'y aura jamais personne, et que ma vie est ratée, c'est un échec, et j'ai pas d'amour, et les autres ils en ont, et pas moi. Et là, on se fait toute une histoire invraisemblable. Et quand on est dedans, le problème de ces états-là, c'est qu'on y croit vraiment. On est vraiment identifié à ça. Et on n'a pas de pas de côté, en fait. On n'a pas de marge pour voir autrement. On n'a pas d'autre perspective. Et c'est ça qui est dommageable. Et c'est pour ça que je voulais travailler sur ce thème, pour que vous puissiez déjà pouvoir, quand ça vous arrive, le traverser, voilà, et de ne pas forcément rester plongé là-dedans, hein, qui sont des états de résignation, en fait. Des états vraiment désespérés, qui sont... c'est très lié à moi je ne suis pas ok, moi j'ai pas souvent ça va, j'ai pas confiance en moi, je suis pas à la hauteur, les autres n'y arrivaient pas moi, et puis alors c'est ok moins, on appelle en analyse fractionnelle une position ok moins à l'extérieur aussi, et les autres sont moins, et il n'y a pas de mec ou il n'y a pas de nana, et la vie est nulle, et la vie n'a pas de sens, il n'y a pas d'amour, rien ne va bien, donc c'est des postures très moins comme ça, hein, très désabusées, très résignées, ça colle un petit état dépressif quand même, hein, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, malheureusement c'est très lié à la chimie interne, et c'est pour ça que c'est ok de plonger dedans, parce que quand ça arrive. Mais là, l'idée, l'intention de ma conf, là, c'est de voir comment vous pouvez traverser et puis basculer, remonter. Hop. Pas s'enliser dans ces problématiques, parce qu'il n'y a pas de liberté quand on est dans une polarité où il y a une adhérence à une croyance. Ici, la croyance, c'est si je trouve l'amour, je serai complet, ou je serai épanoui, heureux, bien, je ne sais pas quoi. Ça, c'est une adhérence à une croyance. Donc, quelque part, cette conviction fait qu'on n'est pas libre de vivre l'inverse. Parce que quand la réalité fait que je ne vis pas ce que j'attends, je peux être soit frustrée, soit désespérée. Si j'adhère vraiment à cette idée que sans un compagnon ou sans un couple épanoui, ma vie est un échec, alors à ce moment-là, ça devient un échec. Je suis vraiment gravement atteint. Et je peux me foutre le bourdon avec du mental. Enfin, c'est mental, hein, c'est des convictions. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'aborder, parce que on est beaucoup dans nos affaires mentales. Et le problème, c'est que si on est obsédé par ça, par ces convictions-là, moi j'en avais une ce matin, que je parlerai de ce cas, puisqu'il est tout frais, ça prend le chou, quoi. Toute la journée, elle se répète ça. La preuve, en plus avec des preuves à l'appui, et ceci est vrai parce que j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, et c'est encore un mec qui n'est pas dispo, et qui ne veut pas s'engager, et puis il y a 2 ans, je suis restée 6 mois avec, mais finalement il m'a quitté, et puis celui d'avant, et celui d'avant, donc, et la preuve, et donc elle était vraiment obsédée et convaincue toute la journée que sa vie était complètement inintéressante, fade, triste, elle était désespérée, quoi. Je ne trouve pas l'amour, je ne trouverai pas l'amour, et je ne veux pas rester comme ça. Et la conviction profonde, c'est si je trouve un compagnon ou si je trouve l'amour, alors yes, je triomphe. Ce qui est une identification à un point de vue. Et on n'est jamais libre quand on a un point de vue. Hein, donc la liberté, ça va être de sortir des points de vue. Voilà, c'est d'être libre de tous les points de vue, en fait. Et de passer dans les opposés.
mais je développerai ça. Alors, j'ai été chercher un peu sur Internet ce truc de... c'est quoi cette affaire de croyance que quand je ne trouve pas l'amour, ma vie est désespérée. Alors normalement, ce n'est pas supposé être un problème hein, en réalité. Ça devient un problème que quand tu as l'impression que ce souhait, que tu n'as pas les conditions requises pour vivre une vie épanouie et amoureuse. Et donc quand ça devient pathologique, un peu comme cette patiente que j'avais ce matin, de ne pas être en couple et de rester seule, parce que c'est en lien avec la solitude, je ne trouverai pas l'amour, donc je vais finir seule. Seule dans un drame de solitude, pas seule et contente d'être seule. Seule, mais dramatiquement seule, quoi. On a l'impression que la personne va être seule et isolée. Tu sais. Isolée, seule. Seule, ça ne veut pas dire s'isoler. Hein. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. Et donc, ça s'appelle l'anuptaphobie. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça. Donc, si vous êtes dans ce truc de ma conf, je pense que je ne retrouverai pas l'amour et vous en faites une obsession et que ça devient pathologique, vous êtes anuptaphobe. Voilà, maintenant vous le saurez. Donc, comme quoi, tout existe. Toutes les catégories existent. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait normal et de prévisible, que quand on est célibataire, peut-être c'est votre cas en ce moment, ou ça a été votre cas dans une autre période, eh ben c'est naturel de ressentir un vide affectif ou de douter de la possibilité de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on est quand même des animaux sociaux et que retrouver l'amour ou retrouver l'amour, avec la stratégie du couple, ça fait quand même partie de nos besoins affectifs. C'est-à-dire sinon on va vite sombrer dans le vide. Et le vide affectif, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui nous renvoie à nos carences d'enfants, à notre séparation, à notre envie d'être avec, d'être rassuré, d'être consolé, d'être choyé, d'être chouchouté, d'avoir quelqu'un d'attentif à nous. Voilà. Donc, c'est quand même des besoins qui sont fondamentaux de trouver des attachements sécures dans notre vie. Et en même temps, voilà, il y a des périodes où ça se fait de manière facile, fluide, et des périodes où ça ne se fait pas comme ça. C'est plus compliqué. Donc, oui, tu peux t'installer. Il y a encore des places là. Donc, c'est normal de ressentir un vide quand tu es célibataire et surtout que... surtout qu'il y a plus de... Le temps est moins structuré. Si tu es en couple... le fait d'avoir un compagnon toujours devant ton nez ou qui t'appelle tout le temps, ça structure le temps. C'est-à-dire voilà, il y a une présence, même au niveau de l'organisation de ton temps, des moments, tout ça, tu sais que tu vas le voir. Donc, il y a quelque chose qui se remplit immanquablement. Alors que quand tu es célibataire, tu vas passer par une phase plutôt de dire « mais attends, mais je vais rencontrer davantage ce vide affectif, parce qu'il n'y a personne qui pense à moi ». Et il y a beaucoup de personnes qui sont très mal à l'aise. Si personne ne pense à moi, je n'existe pas, je ne suis rien. Je ne me sens pas bien, en fait. Voilà. Donc ça, il va falloir le travailler, évidemment, pour sortir de ce truc-là. Ce n'est pas parce que personne ne pense à vous de spécial et d'unique, parce que c'est ça le couple, hein. C'est une personne spéciale et unique, ce n'est pas une pote de temps en temps, c'est une personne spéciale et unique, pense à moi, donc je me sens important pour lui et il est important pour moi, et donc je me sens exister. Voilà, je me sens pas dans le vide. Donc ça, il va falloir contrarier cette affaire, évidemment, ça s'apprend, ça s'appelle autonomie. Et il y a aussi une forme, souvent, quand on est célibataire, il peut y avoir des peurs inconscientes, il peut y avoir des peurs de l'intimité, il peut y avoir... Pourquoi je reste célibataire très longtemps, hein. Il y a des gens qui ont peur d'être intimes, en fait. Ils veulent à la fois être en couple, mais à la fois, ils peuvent avoir peur d'être trop proches. Tu sais, on est comme ce que disait Schopenhauer. Quand on est, les petits hérissons, là, quand on est trop proche, on se pique. Et quand on est trop loin, on a froid. Donc on veut se réchauffer, se rapprocher. Voilà. Mais il y a des gens qui ont peur de l'intimité parce qu'ils se disent « mais si je me rapproche trop et que l'autre me découvre, me dévoile, alors il va me juger ou alors je risque de perdre mon indépendance ». Il y a beaucoup de célibataires aussi qui se disent « oh là là, l'autre va m'enfermer, il va exiger, il va m'empêcher, donc je ne vais plus pouvoir faire tout ce que je veux, maintenant que j'ai goûté à la solitude, ça va être une catastrophe, là, j'ai plus envie de faire des compromis, d'être enfermé dans une histoire avec quelqu'un qui me met le grappin dessus ». On voit aussi des problématiques comme ça chez les célibataires. Et du coup, il y a l'aspiration à la connexion et à la fois une espèce de résignation, puisque quand j'ai peur de ne jamais retrouver l'amour, il y a une forme de résignation. Mais si je reste avec ces peurs inconscientes, à ce moment-là, je ne pourrais pas retrouver quelqu'un.
Oui, il reste de la place, là. Regarde. C'est pas grave, assieds-toi. Donc, c'est important déjà de faire le point, de clarifier quelles sont les peurs inconscientes que j'ai moi, qui me concernent, par rapport à cette histoire de faire couple. D'accord? Est-ce que j'ai au contraire peur d'être seule, c'est-à-dire donc j'ai tellement peur d'être seule dans la fin de mes jours qu'il me faut quelqu'un, ou alors au contraire, je veux bien être avec quelqu'un mais j'ai peur d'être enfermée, ou j'ai peur d'être moi-même, ou jugée, ou critiquée, ou rejetée, qui sont des peurs inconscientes, qui fait que ça va se dégager quand vous rencontrez quelqu'un, parce que vous traduisez vos peurs en fait. Même si vous ne les connaissez pas trop, si elles deviennent conscientes, vous les traduisez moins. Mais si elles sont inconscientes, vous les rayonnez en fait, ces peurs. Donc c'est pas très sain en fait. Hein. Et oui, vous les projetez, vous les rayonnez, les autres le sentent, ça devient visible en fait. Mais bon, donc c'est important de les rendre conscientes déjà. Quelles sont les peurs qui font qu'il y a une part de moi qui cherche à faire couple, mais une part qui envoie des messages inverses en fait, ou des messages d'agrippement qui font fuir, ou des messages de oui mais bon, non, finalement je te repousse parce que ça va être compliqué quoi. Voilà. Autre chose qui peut aussi freiner les rencontres et qui vous met dans le désespoir, c'est un classique, c'est la pression sociale, c'est de voir tellement de couples autour de vous qui font cheese, y compris sur les réseaux sociaux ou dans vos amis, et ça peut vous donner l'impression que tout le monde va bien, tout le monde trouve l'amour et pas vous, d'accord? Ça c'est un classique du genre. Et en général, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se compare à ceux qui vont bien. C'est un classique chez les humains, on fait tous ça. Hein. Alors que là, on est sur l'amour. Mais quand on est sur la vie professionnelle, c'est pareil. Quand vous voyez les collègues qui réussissent et que vous pataugez, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se compare avec ceux qui réussissent. Et on se tape dessus en disant, mais moi, je suis nul, j'y arrive pas, et les autres, ils y arrivent. Voilà, on fait ça tout le temps. Et on ne peut pas s'en empêcher, en fait, c'est plus fort que nous. Ça, c'est très... je pense que ces biais de comparaison, c'est très lié à notre petite fragilité, ce qu'on appelle notre petitesse, quoi, notre petit moi fragile. Voilà, j'appelle ça comme ça. Et c'est normal. Donc il n'y a pas à s'en vouloir d'être comme ça. Il y a juste à observer qu'il y a des moments où on est négatif de chez négatif, qu'on a ces schémas pessimistes. Hein, c'est un peu pessimiste. Oui, mais je trouve rien en ce moment, ça va pas terrible, je suis pas très bien. Et en plus, je crois que je ne retrouverai jamais l'amour et que ma vie est une catastrophe. Donc c'est très pessimiste en fait. Hein. Et quand on est là-dedans, c'est normal en plus de se rajouter des problématiques de comparaison, et ça nous aggrave en fait. Donc faites attention à ça, parce que plus vous êtes conscient de ce truc-là, moins vous le ferez, je pense. Moins vous serez dans... je cautionne le fait, en plus de me comparer avec mes amis qui font des couples qui ont l'air parfaits, et auxquels je me compare. Parce que ça va, c'est l'envie, ce qu'on appelle l'envie. Hein. L'envie est un vilain défaut. Donc, le jour où vous aurez compris que c'est pas la peine d'envier la vie de vos copains, vos copines, de vos parents, de vos je sais pas quoi, enfin vos parents en général pas, mais j'envie peu leurs parents, mais leurs copines qui ont l'air de réussir, et que c'est très malsain parce qu'en fait, chacun sa vie, et c'est pas parce que la vie de l'autre a l'air parfaite que la mienne, elle l'est pas. Hein, envier vos prochains, c'est vraiment malsain. Bah, tiens, tu vas te trouver une place. Il doit rester une place, non? Et ben, sinon, tu te prends une petite chaise, je sais pas où. Débrouille. Il n'y a plus de place. Donc, je disais, évitez de vous comparer. Ça, c'est un truc qui est vrai tout le temps. Mais ne vous plombez pas encore plus quand vous n'êtes déjà pas bien et que vous continuez à vous comparer et de travailler. Parce que c'est le monde des apparences. En réalité, c'est pas parce que les gens ont l'air d'être dans un couple qui fonctionne qu'ils sont vraiment si heureux que ça. D'ailleurs, pensez à vos histoires personnelles. Quand vous êtes, c'est peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans un couple qui fonctionne d'ailleurs. Hein. J'ai pas que des gens qui vont pas bien, mais je ne suis pas sûre de ça. Donc, si vous êtes dans un couple qui fonctionne actuellement, est-ce que c'est vraiment vrai que vous êtes hyper épanoui, hyper au sommet de votre vie, hyper complet, hyper tout? Voilà. Je ne suis pas sûre. Ok,
ça peut être sympa, il peut y avoir des bons moments, il peut y avoir des bons côtés, c'est sûr. Mais hyper, moi, j'y crois pas un seul instant. C'est pour ça que ceux, et vous allez peut-être en témoigner, ceux qui ont l'air, par exemple, j'ai une copine à moi qui est toujours en train de faire des voyages et qui s'éclate tout le temps, elle montre que les bons côtés. Mais il y a plein de gens comme ça qui montrent que les bons côtés. Mais ma vie est géniale, et t'as vu, j'ai fait ça, et je fais ci, et je m'éclate trop, et tati, et tata. Mais je l'envie pas du tout. Parce que, d'abord, c'est sa vie, et tant mieux si elle s'éclate pour elle, hein, je suis très contente. Mais chacun la sienne, et puis ce qui l'éclate, elle ne m'éclate pas forcément. Et puis aussi, c'est que le monde des apparences. Voilà, ça n'a rien à voir avec une réalité interne, en fait, parce que le vécu est complètement subjectif. C'est pas parce que les gens font ci, ça, mi, que forcément ils vont bien, ils sont heureux. Étant donné qu'on est dans le monde de la dualité, donc ça ne veut rien dire. Donc évitez de vous comparer pour vous plomber, quoi. Alors attends, si tu veux parler, tu vas prendre le micro. Attends, bouge pas. Oui, vas-y, parce que si on t'entend. Je pense que quand on est dans l'euphorie de l'amour, en fait, comme on dit, l'amour donne des ailes. Donc, Ouais. je veux dire, on renvoie, on peut gravir les montagnes, même si on ne donne pas l'impression d'eux, mais je pense que tout est un monde Oui. de bisounours. C'est-à-dire que quand Tout on à est fait. dans cette dimension-là, Oui. enfin, je veux dire, on projette plus il y a plus de choses compliquées. Non, tout à fait. Donc, je pense que c'est cet état qu'on renvoie là, où on a l'impression que c'est... Voilà, Oui, qu'on est... alors là, tu me parles d'un état qui est particulier, qu'on appelle l'état amoureux. Oui, D'accord, mais c'est un état. oui, Donc, bien c'est sûr. pas un état Bien sûr. qui est durable, c'est un état temporaire. J'entends bien. Comme on peut être dans un état aussi, quand on dit ne pas avoir peur Voilà, d'être seul, quand ça tu es peut être... désespéré, tu es Ouais, aussi il ne dans faut un pas état confondre la interne, dépendance qui est affective l'inverse, aussi. si tu veux, tu Voilà. vois. Tu es dans les polarités inversées. L'état amoureux, tu sautes au plafond et tu c'est te ça. dis, dans l'instant, tu te dis, moi, je peux tout, je triomphe en fait, hein, tout ira bien, et ce pour toute ma vie. Et là, tu es au sommet de ta montagne. Ouais, c'est ça. Et quand tu es dans l'inverse, je ne trouverai pas l'amour, tu es au sous-sol. Et donc c'est le même truc, mais en polarité inversée. Oui. Les deux états ne sont pas faits pour durer, ni l'un ni l'autre. Et c'est bien, merci de ton témoignage, parce que c'est bien, c'est transitoire. Et si tu ne te rends pas compte que cet état est transitoire, tu peux t'y accrocher et vouloir que cet état, oui. traîne, dure, et ce, pour tout le temps. Évidemment, tu as des ailes, tu es là, tu triomphes, tatati, tatata. Tu te sens fort. Je comprends que tu aies envie d'y rester, sauf que c'est des états passagers. Surtout, en plus, tu parles de l'état amoureux qui est suivi après du manque, du manque, la passion, tout ça, enfin tout ce que je décris sans arrêt comme étant une grosse galère, voire un peu pathologique. Donc, excuse-moi, ça doit pas être plus envié que ça, tu vois, cet état. Non, Quand tu es bien sûr, dedans, bien tu es sûr. content, bah, t'en profites. Mais tu ne te fais pas un cinéma comme quoi il faudrait que ça reste ad vitam aeternam, parce que là, tu vas vite plonger dans des abysses sidérales. Voilà ce que j'en pense. Merci. Alors, l'inquiétude, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille intervenir. Alors, pourquoi je pense que je ne retrouverai pas l'amour? En général, c'est des inquiétudes, c'est de la peur. J'ai peur que je ne retrouverai pas l'amour et je suis désespérée. Voilà. Soit on se dit dans ces cas-là, parce que c'est beaucoup des pensées mentales, soit j'anticipe, c'est beaucoup dans les prédictions, j'anticipe que l'homme ou la femme que je rencontrerai ne sera pas suffisamment bonne pour moi ou bien pour moi, ou c'est moi qui ne sera pas suffisamment bien pour l'autre. Donc soit j'ai pas confiance en moi, soit j'ai pas confiance en deux ou en l'autre, soit j'ai les deux. D'accord? Des fois quand c'est les deux, donc vous avez vu que quand on est dans des trucs comme ça, souvent il y a de la dévalorisation de soi, et il y a des lunettes, ok, moi, moi je suis moins, les autres sont moins, tout est moins, bouf, pouf, pouf, quoi. Hein. Donc c'est excessif, parce que c'est pas la réalité. C'est des biais mentaux, ça, des biais cognitifs en fait, c'est tout ou rien. Hein. Donc rester dans le transitoire, c'est des états passagers. C'est un truc que je voudrais, une piste ici, c'est ok, vous avez le droit d'être traversé par ça, mais c'est transitoire, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ce n'est pas la réalité. C'est des pensées que vous avez sur vous qui sont évidemment assorties d'expériences vécues. Et quand on remonte à l'enfance, en général, les gens qui pensent comme ça, j'ai pas confiance en moi, ma vie est un échec, et ma vie sera un échec, et c'est qu'il y a eu des assises, enfin, c'est qu'il y a eu des expériences vécues qui n'ont pas été extraordinaires, terrifiques, parce que sinon, il n'y a pas de sécurité, il y a une sécurité, une base. Donc la confiance en la vie, ou la confiance en soi et la confiance en l'autre, elle est là, elle est au fond.
D'accord? Mais si vous n'avez pas confiance en vous, ni confiance en l'autre, ni confiance en la vie, donc là, c'est le cas, hein, je suis désespérée de chez désespérée, c'est vraiment cet état-là, c'est qu'il y a eu quand même des expériences qui n'ont pas été mirifiques avant. Et on va retrouver souvent de l'attachement insécure pour en arriver là aujourd'hui. C'est un classique. Mais c'est bien de le comprendre. Moi, dans ce que je vous amène, c'est vraiment de comprendre que c'est normal, c'est prévisible. Maintenant, c'est transitoire. C'est pas un truc. Restez pas dedans, à ruminer là-dedans, parce que ça ne vous aide pas, en fait. Parce que c'est une partie de la réalité avec des lunettes comme ça. Ce sont des lunettes. Donc le problème, c'est quand on y croit, on y adhère et on se convainc que c'est vrai, quoi. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est que ma mère me l'avait bien dit. Ta mère, elle t'avait dit? Me l'avait bien dit, personne ne voudra jamais de toi. Ah bah ouais. Oui, bah ouais, ça c'est ça commence bien mal comme ça. Ouais, mais alors ça c'est vrai que c'est ce qu'on appelle en thérapie les vœux de sorcière, tu vois, ou de sorcier. C'est les parents qui, ou les tantes, ou les oncles, enfin ceux qui balancent des espèces de trucs, tu sais, comme les poupées vaudou, tu vois. Ouais, qui envoient des mauvais sorts. Et les enfants, ils ne peuvent pas se protéger, se défendre, ils ne peuvent pas dire... parce que surtout avec les adultes, encore avec leurs camarades, on peut dire c'est celui qui dit qui est, mais avec les adultes qui sont censés nous protéger, ils ne peuvent pas faire ça en fait. Donc du coup, ils prennent le truc, ils l'absorbent, des étiquettes, et après pour s'en défaire, 10 ans de thérapie. Tu vois. Ah bah ouais. Là, t'en prends pour un... Non, mais t'as dû déjà, si tu le dis, c'est que tu as déjà dû mettre de la distance. Maintenant, t'en rigoles. Mais c'est vrai que l'enfant, il ne peut pas. Lui, il absorbe. Et il va se construire avec ses croyances, comme quoi il n'est pas à la hauteur. Et donc, il va se dévaloriser, il va envier les autres. Il va se dire, moi, je ne suis jamais assez une bonne personne, je ne suis pas assez suffisant. La preuve. Alors, selon, là, par exemple, ma patiente de ce matin, c'était je ne trouverai pas l'amour. Et alors, elle avait fixé sur, je suis moche, je ne suis pas parfaitement belle. Donc j'ai dit, en résumé, je suis moche, quoi. Je suis moche et je ne suis pas assez désirable. Là, j'ai trouvé un mec jeune, mais il va falloir que je tienne le haut du pavé pour rester désirable parce qu'il est jeune. Enfin, tu vois les trucs qui... Tu te dis, putain, c'est compliqué. Hein. Parce que là, ça ne va pas marcher très longtemps. Donc, comment je vais faire pour rester désirable longtemps? Et j'ai peur de vieillir parce que ça va être compliqué, parce qu'après, nanana. Enfin, tu vois, tous les trucs. Je me dis, putain. Non, mais oui, mais c'est des classiques, si tu veux, ça. Tu sais, elles représentent vraiment beaucoup de personnes comme ça. En plus, les femmes sont sur le marché de l'amour. Il faut qu'elles restent désirables. Donc, elles sont ou belles ou moches. Voilà, donc c'est le truc un peu con, mais n'empêche que ça se joue comme ça. Donc, on voit apparaître après, tu vois, dans les suites des opérations, on va voir avec des histoires comme ça. Oui, mais où je dois être belle, où je dois être moche. Alors, il suffit en plus que tu aies eu peut-être une mère qui était dans ces trucs-là, qui se racontait les mêmes affaires, que toi, tu as modélisé. Tu t'es dit, si ma mère le dit, c'est que c'est vrai. Si elle le pense, c'est que c'est vrai. Si ma tante était comme ça, c'est que c'est vrai. Enfin, tu peux tout de suite actualiser ce genre de données, d'informations, en voyant comment ça a fonctionné dans ton environnement familial et tu peux y adhérer, quoi. Voilà, donc il faut faire attention aussi aux modèles familiaux pour ne pas faire ou comme ou contre, parce que sinon vous êtes vraiment dans des croyances qui ne vont pas vous aider en fait. Hein. Alors, quand vous êtes dans l'inquiétude comme ça, dans des moments un peu tragiques comme ça de désespérance, c'est le cerveau de la survie qui est au rendez-vous. Hein. Vous n'êtes pas dans des états amoureux au sommet, là, vous n'êtes pas dans les moments de triomphe. Vous êtes au bas étage, dans les sous-sols, des états internes. Et donc, au niveau du système nerveux, c'est ce qu'on appelle un système nerveux souvent désorganisé. C'est dans ces moments-là que ce type... donc c'est la branche plutôt, soit on appelle ça la branche vagale dorsale. Tu as la branche, il y a 3 branches dans le système nerveux. Quand c'est un système nerveux organisé, tu es plutôt dans le vagal ventral ou dans le sympathique. Le vagal ventral, c'est la partie qui est détendue. Tu vois, tu es dans la biche qui est dans la prairie, tu rumines
enfin, les biches, elles ne ruminent pas d'ailleurs. La vache. La vache, elle rumine son herbe. Donc, elle est paisible et elle n'est pas, il n'y a pas de danger, d'accord? Ok, bon, voilà. Donc là, tu es dans un système organisé, ou alors tu es dans le sympathique, tu fais ton sport, tu vas faire, tu es dans l'action, tu fais ton petit quotidien, tu vas bosser, tata. Ça, c'est le sympathique, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, tu vas plutôt bien, mais tu n'es pas dans un sympathique extrême qui est dans une lutte. Hein, ceux qui ont un système nerveux désorganisé, qui sont dans la survie, ils sont dans la lutte. Il faut fighter, quoi. La vie est un combat, il faut lutter, on ressort ses manches, attention, tout est compliqué, tac, il faut se méfier, pam, lui il m'en veut, je t'en colle une. Donc on ne sait jamais. Donc là on est dans le fight et on est dans l'extrême du sympathique, on est un peu excessif dans le sympathique, c'est-à-dire qu'on est en hypervigilance, on n'est pas là c'est pas organisé comme système nerveux, on commence à être dans le désorganisé, soit dans l'excès de l'attaque, quoi, le mode attaque, on est agressif et on fight. Donc on n'est pas la vache paisible à ruminer, là, puisqu'on est en train de sentir du danger quand même. Hein. Donc ça, c'est le sympathique en excès. Mais un peu de sympathique, c'est bien, parce que ça met en mouvement, vous allez faire vos trucs, vous êtes dynamique, voilà, vous avez la pêche, quoi, vous avez la patate. D'ailleurs, dans l'état amoureux, tu vois, il y a du sympathique là-dedans. Mais le problème, c'est que ça ne va pas durer. Donc ton sympathique, il va être un peu, il va faire la gueule. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de paisibilité. C'est du stress positif, mais ça reste du stress. Et le vagal dorsal, ce qu'on appelle l'immobilité, tu vois, c'est le figement. Donc, quand dans des états comme ça, c'est intéressant de vous le savoir au niveau physiologique, parce que quand vous êtes dans des états de désespérance, avec des pensées de merde, des pensées à la noix, et des émotions complètement flagada, quoi, ratatinées dans les chaussettes, pas d'énergie et tout, et ben oui, c'est ça. Et vous êtes dans ce vagal dorsal qui est un réflexe de survie, qui est une réponse d'inhibition en fait. Hein. Je me mets en retrait, je me retire du monde pour pouvoir survivre, pour pouvoir gérer. Mais ce n'est pas de la vie. Vous êtes dans la survie. Donc votre système nerveux, sachez-le, vous êtes dans le vagal dorsal, qui est dans la théorie polyvagale. C'est intéressant, intéressez-vous à ça. C'est un état qui est OK, qui est là, puisque c'est là, vous êtes dedans. Mais de nouveau, l'idée, c'est de peut-être pas y rester 107 ans. Parce que sinon, ça vous crée aussi des côtés très zombies, voire vous pouvez tomber dans la dépression avec ça. Si vous restez dans vos ruminations, vous dégringolez, là. Ouais, ça va pas, voilà. Parce que plus on s'isole, plus on va mal, plus on va mal, plus on rumine quand même. Hein. Donc à un moment donné, il n'y a plus de ressources pour remonter dans le vagal ventral. Parce que le vagal ventral, c'est, rappelez-vous, la vache qui broute paisiblement, là. Mais elle peut se faire des copines. Le vagal ventral, c'est l'engagement social. C'est notre capacité, par exemple, ici ce soir, même si vous avez des idées à la noix, là, complètement désespérées, le fait d'être en collectif et de rigoler avec moi, etc., hop, d'un coup, vous remontez, vous changez d'état. Enfin, c'est possible, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de tester vos systèmes nerveux, mais il y a des chances que cette ressource du collectif vous fasse repasser du vagal dorsal, parce qu'on change d'un état à un autre, on peut changer d'un état à un autre assez rapidement. Hein. C'est transitoire, les états. Hein. Donc cet état interne, il peut changer. Si par exemple vous dites « Ah, mais ce soir, je vais aller à la conférence de Véronique, ça va être sympa, ou alors je vais faire une sortie, je ne sais pas quoi, je vais voir du monde, et ça va être sympa. » Et vous retrouvez l'engagement social qui est la co-régulation avec les autres. C'est-à-dire on va trouver du soutien, du lien, on va tchatcher, on va s'écouter, donc on va partager. Et donc, hop, du coup, vous changez d'état interne. Et vous allez voir que quand vous changez votre physiologie, quand vous apprenez à changer les états de votre système nerveux, non pas en les subissant, mais en les choisissant, donc à repartir dans le vagal ventral, soit en vous auto-régulant, faisant des choses qui sont sympas pour vous, ou en partageant, comme on vient de le voir, eh bien, vous aurez beaucoup moins de pensées de merde, parce que vos pensées suivent la physiologie. Donc plus vous vous isolez dans du tragique, si vous avez le schéma, un jour je travaillerai sur ce schéma isolement social, il y a des gens, plus ils vont mal et plus ils se renferment. C'est classique, c'est normal, hein, c'est humain. Mais c'est souvent pas une très bonne idée, parce que ça vous fait rester dans vos ruminations au lieu de vous confronter à d'autres qui ont d'autres visions, d'autres points de vue, qui vous remontent le moral, ou rien que le fait d'avoir été écouté, partagé, hop, vous repassez dans le vagal ventral qui est « il n'y a pas de danger, ici et maintenant tout va bien, je peux brouter dans ma prairie,
Au lieu de ruminer mon herbe là, je peux brouter, il n'y a pas de danger. Je suis paisible. Voilà. Alors, quand vous avez, on va reparler un peu de l'enfance, parce que souvent je fais des liens, si vous avez eu des figures d'attachement ambivalentes, hein, par exemple, parfois vous aviez des parents qui étaient là ou pas là, quand vous pleuriez ou vous appeliez au secours, etc., il y en a qui répondaient, il y en a qui ne répondaient pas. Il y en a qui répondaient une fois sur deux, un coup je réponds, un coup je suis là, je ne suis pas là. Donc ça va créer un système sympathique où vous étiez dans le trop de sympathique, t'appelles, donc tu as appris à fighter, quoi, à te dire il n'y a personne pour moi, donc la vie est un combat. Donc tu vas avoir un manque de confiance en toi, ça va être la suite de ces problématiques d'attachement ambivalent, ou trop de vagal dorsale. Il y a des gens qui ont trop de vagal dorsale déjà depuis qu'ils sont petits, quoi. Donc ils ont facilement des états tragiques comme ça de désespérance, qui se noient facilement dans un verre d'eau et qui ont beaucoup de mal avec la vie, qui ont beaucoup de mal à aller remonter sur les obstacles. À chaque fois, ils s'effondrent, en fait. Ils sont vite dans des effondrements. Il suffit qu'il n'y ait pas grand-chose pour qu'ils se noient, quoi. D'accord ? Donc, je ne trouve pas l'amour, je ne trouverai pas l'amour, et c'est dramatique, et tatata. Et il y en a, ils le font plus que d'autres, parce qu'ils ont eu des histoires comme ça. Et donc, non seulement ils ont envie de se... Alors, les histoires d'amour, c'est terrible, parce que non seulement on a envie de se guérir grâce aux histoires d'amour de tout ce bordel de l'enfance, mais en plus, ce qui est tragique, c'est qu'ils ne sont pas équipés, parce qu'ils ne savent pas aller dans le vagal ventral. Ils sont vite dans le dorsal, et donc ils sont vite dans des états de drame, de résignation, d'inhibition, d'effondrement, de noyade, etc. Vous voyez ? Donc ça ne va pas les aider. Voilà. Et en plus, avec l'idée qu'ils se font que s'ils trouvent l'amour sur Terre, un compagnon, ça y est, je vais triompher, tout ira bien dans le meilleur des mondes, alors ça ne les aide pas non plus. Parce que c'est encore plus tragique. Parce que comme ce n'est pas du tout la voie royale, puisque la voie royale, ça va passer par l'autonomie, je le dis sans arrêt, ça va passer par d'abord être bien avec soi pour être bien avec l'autre. Mais ça ne va pas passer par l'autre, il va me guérir de tous mes maux. Bon. Ok, alors... Par contre, si on a été attendu, si on a été aimé, sécurisé, choyé, on a développé beaucoup plus facilement ce système nerveux vagal ventral. Donc on sait mieux prendre soin de soi, on n'est pas tout le temps dans le danger, dans le pire du pire. Quand on a besoin d'aide, on appelle les copains et les copines, les confidents, les machins, les psys, enfin on sait faire, quoi. On n'est pas à s'isoler, je m'isole et je m'effondre, etc. Voilà. Et on a confiance en soi et on a confiance en la vie. Ça, c'est le vagal ventral qui fait ça. Donc vous devez apprendre à cultiver ce vagal ventral. Donc, cultiver la connexion en soi, hein, l'autorégulation, ce qu'on appelle comment je me connecte au vivant, comment je me co-régule avec les autres, avec la nature. La nature, on le sait que ça ramène beaucoup de vagal ventral, hein, ça ramène beaucoup de connexion, de se sentir bien. On a remarqué que les gens qui sont souvent plus dans la nature, ils ont une meilleure santé, ils sont plus connectés, ils se sentent mieux, enfin bon voilà. Donc, après, ce n'est pas une obligation, mais il y a des manières de s'autoréguler. Ça peut être la spiritualité aussi, on a remarqué que les gens qui avaient des croyances, peu importe la spiritualité, que ce soit laïque ou tout ce que vous voulez, peu importe, eh ben, ça ramène une ressource, davantage de ressources, pour pouvoir se sentir connecté et pas seul au monde et de manière tragique et je suis seul, il n'y a pas un compagnon, ça y est, ma vie est foutue. Voilà. Et le jeu aussi, hein, de ramener du jeu. Alors je sais que quand on est dans du tragique, dans de la désespérance, on ne peut pas jouer. On est dans l'inverse, on est dans le dorsal, donc on n'est pas en train d'être dans « youp là là, je vais jouer comme un petit lutin avec mes camarades », pas du tout. On n'en est pas là. Mais plus vous allez aller dans la direction du ludique, de ramener des petites étincelles dans vos yeux sur des petites choses, en fait. Hein. L'idée étant de défocaliser de l'idée que vous vous faites que s'il y a un compagnon merveilleux, tout ira bien pour vous, ça va vous mettre des étincelles, comme tu parlais là, des étincelles dans les yeux, des papillons dans le ventre, et là, tu triomphes sur ton nuage. Il vaut mieux apprendre à le faire solo aussi, ça. C'est-à-dire, moi, tout à l'heure, je me disais, c'est les petites étincelles, de cultiver ce truc des petites étincelles avec des petites choses du quotidien. Là, vous sortez de là, vous allez voir, vous allez traverser, on est dans les périodes de Noël, donc il y avait dans les arbres, là, des petites guirlandes, ça brillait partout, là. Mais c'est ça,
J'ai regardé ça, je dis, oh, c'est trop mignon, c'est magique et tout. Tu vois. Bon, voilà. Il suffit de pas grand-chose pour t'émerveiller et de retrouver ces petites étincelles. Donc la connexion vivant. Mais si tu passes, tu traces devant cette séquence, tu vois les arbres qui sont ting, 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 tu vois, il y a plein de petites étincelles bleues, blanc, rouge, machin. Et que tu traces avec dans ta tête tes ruminations. Oui, c'est tragique, il n'y a personne pour m'accompagner, et donc je suis désespérée, je ne trouverai pas jamais l'amour, machin. Bah, c'est sûr que tu vois rien du tout. Hein. Donc les petits machins autour de toi, niette. Parce que tu n'es pas connecté au vivant. Tu ne vois pas ce qui se passe en fait. Tu es dans ta tête à te raconter des histoires horribles. Voilà. Et bah, c'est dramatique, mais quand tu es obsédé par cette pensée racine qui est je dois trouver l'amour, les autres sont en couple et pas moi, c'était la patiente de ce matin, mais il y en a plein des comme ça. Ben c'est tragique en fait quand tu regardes, c'est tragique, tu vois rien devant toi, tu peux pas, il ne va pas se passer grand chose dans ta vie, hein. Toute ta journée elle est ratée en fait. Hein. Puis la journée de demain aussi, et celle d'après-demain aussi. Hein. Attends, tiens, vas-y, passe celui-là. Alors, tu sais, la quête de la... Tu disais, est-ce que c'est la quête de l'amour ou de la dépendance affective? Les deux, en général. Parce que la quête de l'amour, c'est souvent la quête du Graal, en fait. Donc, c'est la quête de la complétude. Alors, je vous renvoie au mythe du banquet de Platon. Vous le dépioterez. Hein. Mais ça peut être une quête du Graal. Donc ça veut dire je cherche un idéal parce que j'étais soit très carencée, on disait des attachements insécures, donc je cherche à réparer ça. Et c'est un excès, parce que c'est le terrain de la dépendance affective. C'est le terrain, ça ne veut pas dire que tu vas être dépendante, mais c'est un terrain. Donc moins tu as de quête de Graal, plus tu es dans un système organisé, un système nerveux organisé qui est fait que tu fais avec ce qui est, avec la réalité, au lieu de faire avec des pensées, là, et ça va mieux. Parce que tu es là, accroché au réel, en fait. Et si ça ne va pas, ben, tu réponds au concret, tu es plus dans le concret, dans la réalité. C'est-à-dire, bon, là, tu n'es pas très en forme en ce moment, tu fais un point, état des lieux, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas assez de ressources. Bon, c'est quoi? Je vois pas assez de monde, peut-être je me suis trop... ou je travaille trop, je suis un peu en surmenage. Bah, soit je me repose, soit je vais voir des amis, soit... Tu vois, voilà, tu vas te réguler. Et ça, c'est concret. Et c'est beaucoup mieux que la quête du Graal. Parce que la quête du Graal, bah, c'est un Graal. Donc, c'est inaccessible, en fait. Et tu ne seras jamais ravi, tu ne seras que déçu à terme. Si tu rencontres, là, tu es sur ton nuage, parce que tu es amoureuse, machin, et puis petit à petit, les choses vont et viennent, et donc ça va et ça vient. Ton Graal ne sera jamais atteint. Alors il y a des gens qui sont, je ne veux pas être pessimiste, parce qu'on me dit, oui, mais tu es toujours un négatif et désabusé, mais je ne suis pas du tout désabusé. Il y a des couples qui vont très très bien, je vais encore le rappeler. Moi je vois que des gens qui ne vont pas bien, mais il y a quand même des gens qui vont très bien. Voilà. Il faut le signaler. Et donc, ce n'est pas qu'ils sont tout le temps au sommet, ils passent par des hauts et des bas, mais ça va, ils sont heureux d'être en couple, c'est un plus, mais parce que souvent, ils savent prendre soin d'eux. Ils n'attendent pas tout du couple, il n'y a pas que ça sur Terre, voilà. Donc, du coup, bah, ça va mieux, quoi. Alors, quand on est dans ces états désespérés, moi, je vous invite à faire un point sur la gestion de votre stress en général. Là, on est vraiment dans un machin de stress. Hein. Donc, le PowerPoint, vous pourrez le retrouver hein, si vous le souhaitez. Je mets toujours un lien sous la vidéo en disant, voilà, il est en accès libre, donc vous le trouvez à tel endroit. J'ai mis des exercices aussi. Donc, en gestion du stress, ciné, c'est quatre lettres. On fait un état des lieux, on pointe. Est-ce que vous êtes en contrôle faible? Contrôle faible, ça veut dire l'impression que vous avez le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur votre vie, sur la vie, vous ne maîtrisez pas grand-chose, quoi. Dans les états de désespérance, on a l'impression de ne pas avoir du tout le contrôle. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait en thérapie? On aide les gens à reprendre un peu, avoir un sentiment de reprise du contrôle sur soi. C'est ça qu'on fait en fait. C'est j'ai pas le contrôle, rien ne m'arrivera de bien, c'est fini, ma vie est foutue.
Et hop, on essaye de les aider hein, à avoir un sentiment de reprise de contrôle. Ah oui, je retrouve un sentiment de maîtrise. Ah, en faisant ça, Simi, ou en reprenant ma responsabilité, par exemple, j'ai l'impression que je reprends un peu le contrôle sur ma vie, sur moi. On n'a pas le contrôle sur les autres, mais on peut reprendre un peu de contrôle. C'est un sentiment de maîtriser quelque chose. Le pire, c'est le contrôle faible. C'est l'impression qu'on ne contrôle rien et que tout est foutu. Et donc ça, on travaille ça. Hein. Donc si vous avez, en gestion du stress, si vous avez un contrôle faible, ça c'est C. I, que vous avez l'impression que les choses sont imprévisibles, que vous ne pouvez rien prévoir, rien organiser, rien structurer, que tout est... Par exemple, on le voit dans les histoires d'amour où les gens divorcent et que ce n'est pas prévu, ou que le compagnon les quitte et que c'est imprévisible. Il y a toutes les pertes de repères. J'avais tous mes repères, du coup je suis sans repères. Oh putain, c'est imprévisible, l'inconnu, je ne sais pas où je vais. Que va-t-il m'arriver? Alors tout est imprévisible, j'ai l'impression de rien maîtriser. Là, tu rajoutes un stress comme ça. Donc quand on a l'impression d'avoir de la prévisibilité, de pouvoir prévoir les choses un peu de manière structurée, d'un coup, on a le sentiment du contrôle qui revient. Prévoir, organiser, structurer, des fois, ça fait du bien quand on est dans des périodes comme ça un peu tragiques. Donc ça, il faut le savoir. N, nouveauté, en gestion du stress, quand il y a des gens qui aiment bien, qui sont dans le vagal ventral quand ils sont dans la nouveauté. Ils aiment bien explorer, ils sont en sécurité, un peu de nouveauté, je vais à la conf de Véro, puis après je vais aller là, puis après je vais découvrir des trucs. Donc là, c'est le sympathique, tout va bien, je suis en mouvement. Mais quand il y a contrôle faible, imprévisibilité, trop de nouveautés, par exemple l'inconnu, là je sais pas, je divorce mais après je sais pas où je vais, donc là on est dans la nouveauté de... la grande nouveauté, là c'est... Hop, donc là on passe dans le vagal, dans trop de sympathique ou dans le vagal dorsal, d'accord? Et eux, c'est l'ego menacé. L'ego menacé, c'est ce que je viens de dire, c'est quand tu as contrôle faible, imprévisibilité, trop de nouveautés, égale ego menacé, égale oulala, comment vais-je faire? Poum. Donc ça fait très peur en fait. Donc quand il y a tout ça à la fois, on va vite basculer dans ces états tragiques, alors que notre système a besoin d'un éventail de réponses, d'options. Hein, notre cerveau, il fonctionne bien quand on a, notre système nerveux, quand on a des options ouvertes dans le futur. Quand on se dit, bon, là, ça va mal, mais je ferai face, hein, sentiment d'avoir du contrôle, je ferai face grâce à gna 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 gna. On s'en fout des gna gna gna, mais c'est je ferai face. Dès qu'on sort de je ne ferai pas face, tout ira mal dans le futur, à je ferai face, hein, on retrouve un sentiment de contrôle parce qu'on a un éventail d'options possibles qui s'ouvrent à nous. Et d'un coup, on remonte en énergie. Hein, et on repasse dans la vache vagale ventrale qui rumine paisiblement, il n'y a pas de danger. Je peux brouter et manger et apprécier ce que je broute. Voilà. Sinon, la réponse, elle est subie et on est encore dans une gestion du stress qui augmente et qui augmente. Voilà. Donc il faut avoir un certain niveau de choix, hein, il faut avoir des options, comme on dit, pour pouvoir sortir des zones de stress énormes et pour se sentir ancré, mais pas non plus trop d'abondance. Quand il y a trop de choix, on le voit sur les sites de rencontres, machin, là, les gens qui ont trop de choix, ou pareil dans les magasins, quand on veut acheter des trucs, il y a trop de choix. Quand il y a de la surabondance, on ne sait plus choisir. Il y a trop de trucs, donc on est mal aussi. Il y a du stress parce qu'il y a trop de choix. Donc c'est ni trop ni trop peu, d'accord? Mais c'est mieux quand même d'avoir des options que rien du tout. En général, les gens qui sont dans des histoires de « je ne retrouverai pas l'amour », eux, ils sont dans zéro option. Hein. Il n'y a personne au rendez-vous, il n'y aura plus jamais personne. Hein. Il n'y a jamais eu, il n'y aura pas, où il y avait, il n'y aura plus. Alors pourquoi? Alors c'est très cognitif, hein, c'est des pensées tragiques comme ça. Hein. Alors ça provient de passés rudes, hein, c'est souvent des expériences dans des histoires d'amour dramatiques. Très souvent, ça peut être la dernière histoire qui est catastrophique, et donc vous sortez de là avec ça. Avec je suis désespérée et je ne retrouverai plus et ça a été un échec et cette histoire c'est un échec et après vous allez vous raconter que les autres histoires d'avant c'était aussi des échecs, ce qui n'était pas forcément vrai parce qu'il y a un biais de la dernière expérience récente et donc vous pouvez vous raconter que cette dernière histoire c'était un drame et donc vous généralisez que votre vie était un drame et que ça continuera comme ça. Je vous rappelle que quand on est dans des états comme ça, c'est comme si c'était définitif, hein, ça ne passera jamais.
Voilà, donc faites un peu attention à récapituler les histoires d'avant et de ne pas vous raconter que toute votre vie était dramatique. C'est un peu tout ou rien, un peu excessif. Et peut-être vous rappeler des bons moments dans cette dernière histoire et celle d'avant pour éviter de vous ramasser trop. Moi, je me souviens, dans mon histoire, il y a eu des... je le fais plus du tout, ça, mais il y a eu des périodes où j'ai eu fait ce truc, où j'étais dans des moments tragiques comme ça, où je me disais ah, mais j'arrive pas à faire coupler, je rate encore. Je me rappelle, j'étais dans mon lit, je me disais, ça en général, on est comme ça. Dans son lit, elle était là, ah, mais ça marche pas comme je veux, cette histoire, elle fonctionne pas, pourtant c'était une belle histoire, tu sais, un peu une histoire d'état amoureux, machin. Puis après, c'est un peu tragique, ça se termine pas bien, puis ça se passe pas bien. Tu dis, ah, mais ça marche pas, mais pourquoi j'y arrive pas, mais j'y arrive jamais, les autres ils y arrivent, et moi j'y arrive pas. Mais je me souviens très bien de passer dans des trucs comme ça, en fait, à la moulinette comme ça. Et en fait, il y a vraiment cette représentation que si on est en couple, merveilleux, un bon couple, un bon couple, un beau couple, eh ben, on réussit quelque chose, et sinon on rate quelque chose. Voilà. C'est comme des patientes aussi qui me racontent, alors il y a des mecs aussi, hein, je ne vais pas être une mère, je vais rater d'être une mère, ça va être le drame de ma vie, ou je vais rater le couple, donc je vais rater, je sais pas, il y a vraiment un truc de je rate ou je réussis. Ça, c'était je vous renverrai sur la conférence d'avant, où j'ai passé 1h30 sur je rate ou je réussis. Mais franchement, il y a ces convictions profondes qu'il faut retirer. Retirez-vous de votre mental ce truc de rater ou réussir, parce que là, vous plombez tout seul en 3 leçons. Hein. Alors, il n'y a rien qui se rate et il n'y a rien qui se réussit. Mais cette croyance, cette conviction profonde que vous passez à côté d'un truc et que c'était l'homme ou la femme de votre vie et que vous passez et que votre vie sera foutue et que je ne sais pas quoi, c'est un cauchemar, ça. Arrêtez de vous raconter ça. Vous n'êtes pas du tout en contact avec la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe là. Vous n'êtes que dans votre tête à vous raconter des trucs sordides. C'est affreux, en fait. Voilà. Alors, les représentations sociales, j'ai dit, ne vont pas aider. Parce que là, j'ai problématique concernant le pouvoir érotique et sexuel de la femme, parce que la rupture passe de la sphère intime et devient une souffrance sociale. C'est vrai que la rupture amoureuse, aujourd'hui, quand vous racontez vos ruptures, voilà, et que tout le monde se bassine avec ces histoires de rupture, c'est vraiment une souffrance, c'est horrible ces histoires de rupture, mais ça devient une souffrance sociale, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de difficultés, puisqu'il y a combien de divorces, 40% de divorces, je crois, un truc comme ça, ou 50, je ne sais plus, enfin presque 40, je crois, c'est énorme. Donc il y a une difficulté contemporaine d'avoir des relations stables, d'accord ? Voilà. Donc ça, du coup, on est tellement au courant de ça qu'on s'influence les uns les autres dans ces histoires de on rate notre vie amoureuse, la preuve, et soit on se compare à ceux qui arrivent, soit on se compare à ceux qui n'y arrivent pas, et mes copines aussi, et mes copains aussi, et machin, oh là là. Et donc, sortez de ce marasme en arrêtant de ruminer. Ah, je voulais faire un petit topo sur les célibataires et l'histoire. Puisque là, je m'adresse à ceux qui pensent qu'ils ne retrouveront pas l'amour, c'est des gens qui sont plutôt dans des périodes de célibat. Donc, à l'Antiquité, à la Grèce antique, les célibataires, ils étaient souvent mal vus, parce que la société valorisait le mariage et la procréation. Donc, Platon, Aristote, ils voyaient plutôt le célibat comme une vie incomplète. C'est intéressant de voir d'où on vient, et pourquoi on a encore ces représentations sociales que le célibat, c'est pas terrible. En tout cas, c'est un état transitoire. On vous dit, le célibat, c'est un entre-deux, c'est avant de trouver la prochaine ou le prochain. On ne vous dit pas d'y rester très longtemps. Hein. On vous dit, ma pauvre, t'es encore célibataire, mon pauvre, oh là là, faudrait pas que ça dure, quoi, tu vois. Ouais, c'est quoi le problème voilà. Bon, donc ça vient de loin. Hein, bon, donc les célibataires et l'histoire, c'est pas que d'aujourd'hui. Dans la Rome antique, il y avait une forte pression sociale pour encourager le mariage, surtout pour les citoyens libres. Voilà, donc ils pénalisaient les empereurs Auguste et Trajan, bon, j'ai lu ça, hein,
ils ont instauré des lois pour pénaliser les célibataires et les encourager à se marier. Voilà. Sauf les veufs. Les veufs avaient une certaine considération, surtout s'ils avaient eu des enfants. C'est marrant de savoir ça. Alors, au Moyen-Âge, les célibataires, surtout les hommes, étaient associés à une vie instable. Les femmes célibataires, celles qui n'avaient pas de père ou frère pour les protéger, pouvaient être marginalisées. Cependant, certaines choisissaient la vie monastique pour échapper à cette pression. Donc, c'était quand même pas terrible au Moyen-Âge d'être célib. Ça ne le faisait pas. Il y avait beaucoup de nanas qui partaient. Allez, au couvent. Les veufs et les veuves, elles avaient une place particulière au Moyen-Âge. Si elles étaient nobles, elles conservaient des droits sur les terres et leurs maris, mais elles subissaient aussi une pression pour se remarier. Dans les classes populaires, les veufs et les veuves devaient souvent se remarier rapidement pour assurer la gestion du foyer et des enfants. Voilà, ça c'est au Moyen-Âge. Alors, on avance dans les époques. À la Renaissance, au XVIe jusqu'au XVIIIe, les célibataires, c'était plus acceptable quand même pour certains hommes instruits ou impliqués dans des ordres religieux. Cependant, pour les femmes célibataires, c'était souvent vécu comme une relative dépendance économique ou sociale. Donc, voilà, c'était quand même pas terrible pour les femmes de rester célibataires. En tout cas, il ne fallait pas rester très longtemps. Économiquement, elles n'étaient pas sur le marché du travail comme aujourd'hui, donc c'était compliqué pour elles, quoi, hein. Voilà. Les veuves, elles étaient mieux acceptées, les veuves, pas les veufs, car elles avaient souvent accumulé une certaine expérience ou des biens après la mort de leur mari. Donc certaines, comme les veuves marchandes, jouaient des rôles économiques importants. Au XIXe siècle, les célibataires, avec l'industrialisation, il y a un nouveau type de célibataires qui apparaissent, dans les villes notamment, et on va voir ça encore aujourd'hui. Les jeunes hommes célibataires travaillaient souvent en tant qu'ouvriers ou artisans. Quant aux femmes célibataires, elles étaient souvent employées comme domestiques ou couturières, mais elles étaient encore victimes de stéréotypes comme celui de vieille fille. C'est resté quand même ça, hein. La Catherinette, là, la Sainte machin, la Sainte Catherine, là, et les Catherinettes là, qui sont des neuneux, les célibataires. Voilà. Donc on vient de loin avec ces stéréotypes de célibataires qui ne devraient pas être célibataires. Alors, les veufs et les veuves, dans le 19e, le remariage restait courant, notamment pour les veufs qui avaient besoin de soutien domestique. Les veuves, en revanche, jouissaient parfois d'une relative indépendance grâce à leur héritage ou leur dot. Voilà. Voilà, au XXe, alors les guerres mondiales qui ont bouleversé les normes concernant les célibataires et les veufs, beaucoup d'hommes étaient morts au combat et le nombre de femmes célibataires ou veuves ont augmenté, ce qui a entraîné une reconnaissance accrue de leur rôle économique et social, notamment avec l'intégration massive dans le monde du travail. Pour ça, vous vous en rappelez, hein, c'est toute la période où les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Et donc aujourd'hui, il y a une forte urbanisation, hein, donc du coup dans les grandes villes, les célibataires forment une partie importante de la population. Et ça, c'est vraiment la réalité. Et donc, les styles de vie urbains favorisent souvent l'autonomie de ces célibataires. Donc, les défis contemporains pour les célibataires d'aujourd'hui, c'est la solitude, hein, puisque certains célibataires peuvent ressentir un isolement. C'est pour ça que je vous ai dit que être célibataire, ça ne veut pas dire s'isoler de plus en plus et tout le temps. Surtout dans les cultures où la vie de couple est perçue encore comme un idéal. Et il peut y avoir une pression culturelle. Dans certains pays, le célibat, c'est quand même encore vu comme un échec, surtout pour les femmes au-delà d'un certain âge. Ça dépend des pays et des cultures. Alors même si on change les mentalités, parce que quand même, aujourd'hui, les mentalités évoluent et on entend beaucoup de personnes comme moi qui accompagnent les célibataires vers plus de joie de vivre, un célibat choisi et pas un célibat subi, hein, avec un arrêt de la cessation de la peur de finir seul et que ça va être un drame et que c'est optionnel. Ce que je dis souvent, vous faites un couple, il y a quelqu'un qui arrive en magasin, bah vous faites couple, c'est génial, faites-le, profitez-en. Il n'y a personne qui arrive en magasin, bah vous ne faites pas couple, vous faites autre chose. Mais voilà, ce n'est pas non plus un drame, ce n'est pas plus tragique qu'autre chose, puisque ce qui est important, c'est de savoir jongler avec ces états internes, hein, vous avez vu, de passer du dorsal qui est complètement inhibé à quelque chose de je suis connecté au vivant. Voilà, je sais me connecter à moi, aux autres,
Je sais alterner entre des moments où je suis en mouvement, des moments où je suis en repos, des moments où je suis seule, des moments où je suis avec. Voilà. Et la vie circule ainsi, parce que la vie, c'est le mouvement. C'est pas d'être toujours en couple ou d'être toujours seul, ou vous n'en savez rien, on ne connaît pas le futur. Mais c'est surtout de sortir de ces zones d'insécurité. Alors, oui, vas-y, prends le micro. Mais c'est pour ça que je vous ai rappelé le schéma social, parce que les représentations normées et culturelles, elles sont très importantes, pour vous en délaisser un peu. Est-ce que c'est justement en cherchant à y être indifférent que l'on peut, que ça ne soit plus une pression particulière? Indifférent quoi? Indifférent à la situation d'être, de ne pas, de pas rencontrer quelqu'un, de ne pas avoir de partenaire. En disant, si ça se passe, ça se passe, si ça se passe pas, ça se passe pas. Ah, pour moi, c'est pas de l'indifférence. Toi, tu appelles ça de l'indifférence? Je sais pas, peut-être que je définis mal le mot, mais en fait, est-ce que c'est le lâcher prise? Oui, est-ce que c'est cette quête qu'il faut avoir pour être bien avec soi? C'est un point de vue. Moi, je te dis, c'est un point de vue qui, en fait, l'extrême liberté, c'est de ne pas être attaché à un point de vue. Voilà, ça, c'est l'extrême liberté. Tous les points de vue sont dans la nature, et de ne pas être polarisé sur un point de vue qui est mieux qu'un autre. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ni mieux ni moins. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est en fonction de la réalité. Je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Donc, tant mieux. Super. Bon. D'accord. Je rencontre pas. Pour autant, je ne vais pas me laisser abattre. Ça va. Si je sais me gérer, je vais goûter la vie dans tout ce que je viens de raconter. Mais c'est surtout d'être libre, de ne pas être accroché à un point de vue. C'est pas mieux non plus, parce qu'après on va trouver l'évitement. Si je suis indifférent, c'est pour ça que je n'ai pas le mot indifférent, c'est peut-être un peu résigné ça, tu vois. Indifférent, c'est oui, maintenant, moi, ça m'est égal. Mais en fait, c'est pas vrai. Si intérieurement tu valides pas le fait que c'est égal, tu te racontes l'histoire que c'est égal, mais en fait, c'est pas égal. Si intérieurement, tu te dis, oui, mais moi, aujourd'hui, je suis indifférente, moi, je m'en fous, il n'y a personne en magasin, ce n'est pas grave, je fais seule, je me gère. Mais en fait, intérieurement, tu attends toujours le prince charmant. Tu dis, mais quand même, ce serait mieux s'il y avait le prince charmant, parce que quand même, ma vie n'est pas terrifique quand même, c'est moyen, ça serait mieux si je partageais avec machin, machin, machin. Et donc, en fait, non, il faut que tu valides intérieurement, que ce soit honnête. C'est l'acceptation, alors, à ce moment-là? L'acceptation? C'est une désidentification. Je vais mettre le terme exact. Se désidentifier, c'est une liberté. Je ne suis pas attachée à ce point de vue, c'est neutre. C'est un point de vue qui circule. Soit ça se passe, je fais couple, parce qu'il se passe ça, ça apparaît, et je fais couple, parce que c'est assez facile, et que voilà, les choses se font, elles se construisent un peu malgré moi, parce que voilà, les choses se font et ça se passe bien. Soit ça ne se passe pas et je ne m'y accroche pas non plus. Donc le thème devient neutre. Le thème de faire couple ou pas couple devient pas indifférent, mais il n'est pas un thème en fait. Le thème disparaît de la circulation. Il n'est plus un thème important dans ta vie, tu ne t'y raccroches pas. Bon, t'en fais pas un objectif, t'en fais pas un Graal, mais t'en fais pas non plus un truc indifférent. T'en fais, comment dire, les thèmes désidentifiés. Là, on est sur les histoires d'amour, mais par exemple, tu étais identifié à, je sais pas moi, donne-moi un exemple, un truc de boulot ou avoir un diplôme, par exemple. Quand tu étais plus jeune, tu voulais passer le bac, ou avoir un diplôme universitaire. D'accord? Moi, j'avais mon diplôme de psychologue du travail, voilà, il fallait que j'y arrive, c'était hyper important, il fallait mon diplôme, bon bref. Bon, à ce moment-là, j'étais identifiée. Je n'avais pas mon diplôme, je faisais une gueule. Pour moi, la vie était foutue, quoi. Je veux dire, c'était plus qu'important. C'était un essentiel, d'accord? Elle était accrochée à mon truc. Et c'était pas neutre. Mais le jour où j'ai eu mon diplôme, non, mais je m'en tape, tu vois. Je suis plus en train de passer ma journée. Le thème est neutre. Je suis pas en train de vous dire tous les jours, mais j'ai mon diplôme de psychologue du travail. Je suis vachement fière de l'avoir. Je suis contente, c'est un essentiel. C'est fini ce truc. C'est neutre. Maintenant, le thème, il est passé. Il ne m'importe pas, j'y ne pense jamais. D'accord? Parce que ce n'est plus un thème. Donc, c'est pour faire un parallèle et pour te dire, les thèmes, par exemple, tu as eu des gosses, soit tu étais en mode, il me faut des enfants, sinon ma vie est foutue,
Bon, quand on a, je ne suis pas sûre que tu te racontes cette histoire. Tu ne te racontes rien. Le thème, il devient neutre. Voire, il devient inversé. Tu te dis, putain, je suis au service, je me sacrifie, je ne suis pas libre. Tu vois bon, mais le thème, il est plus le même. Il est libéré. Il n'y a pas d'accroche. Hein, c'est le point de vue qui nous accroche. C'est la quête du Graal qui nous accroche. C'est pour ça que c'est important de naviguer dans les points de vue. Et d'arrêter d'adhérer à une conviction en faisant une fixation. Voilà. Et le mot indifférence, c'est peut-être pas le bon mot, tu vois, c'est lâcher prise, je sais pas, c'est de circuler. Et d'être plus en contact, pour moi, on va bien quand on est en contact avec la réalité. Quand on est plus là, tu vois, là, ici, connecté à ce qui se passe là, et pas tellement à ce qui devrait se passer, ou qui se passera, ou ce qui se passera pas, ou ce qui... ça, c'est vachement mental, mais t'es pas là, en fait. Voilà. Bah tiens, ça répond. Alors, quand on est dans le désespoir, que faire? Donc le désespoir, c'est pas de la tristesse, hein, parce que dans la tristesse, il y a quelque chose qui pleure en nous. Et quand il n'y a plus d'espoir, le désespoir, c'est il n'y a pas d'espoir. Et on veut mourir. Il y a une part de nous qui veut mourir, mais c'est vraiment ça. Hein. Mais personne ne veut mourir en général. Et personne ne peut vivre, n'a envie de vivre quand il n'y a plus d'espoir. Donc, c'est comme approcher la mort, en fait, quand on est dans des états de désespoir, comme ça, si vous l'avez touché. On est vraiment dans « à quoi bon vivre ? Ma vie n'a pas de sens. Si j'arrive pas à vivre cette relation comme ça. » Voilà, comme je vous dis, moi, j'avais touché des moments comme ça. C'est vraiment... il n'y a plus d'espoir, quoi. Bon. Donc, quand on traverse ça, on ne se juge pas. On s'autorise à vivre ça. Moi, ça m'arrive, hein, ça m'arrivait, mais ça peut m'arriver, mais pas sur ce thème de la relation amoureuse. Sur le thème de la santé, moi, je peux avoir des moments où je me fais des flips sur la vulnérabilité, mais qu'est-ce que je vais devenir, je vais être malade et ça va être grave. Et bon, on a chacun nos thèmes de vulnérabilité, d'accord? Donc, il y en a qui peuvent se mettre le bourdon avec des thèmes sur l'amour, d'autres sur autre chose. D'autres sur le boulot, d'autres sur l'argent, d'autres sur, je ne sais pas quoi, leurs enfants, d'autres, on a chacun des thèmes où on va se mettre le bourdon, mais grave, c'est-à-dire c'est beaucoup plus que, c'est démesuré en fait, par rapport à la réalité, d'accord? Et il n'y a pas d'option, on n'a plus d'espoir et on va se mettre dans des trucs, mais vraiment, dans ces moments-là, on est dans l'enfant vulnérable. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas de à quoi s'accrocher, d'accord? Ok, donc quand on traverse ça, on ne se juge pas. Voilà, on vit ce désespoir parce qu'il est là. On ne se dit pas, mais c'est nul d'être désespéré, les autres ne le sont pas, à ma place, et eux ils y arrivent et pas moi. Non, on ne se dit pas ça. On se met dans la compassion. On ne se dit pas, tout le monde va bien et moi je vais mal. On ne se dit pas, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire mi et je serai plus désespéré. Non, parce que ça va à l'encontre quand on lutte contre ce qui est, on s'aggrave en fait, on se tape dessus. Donc on place un espace d'accueil et d'autocompassion pour dire voilà, là je suis dans un état transitoire de désespérance, mais j'ai le droit, c'est humain. Donc je vis ça, d'accord? Il est rare quand c'est démesuré comme ça que l'intensité du désespoir soit reliée à ce qui vient de se passer. Hein, c'est évidemment en lien avec des mémoires de l'enfance, notamment sur des machins d'amour. Quand vous êtes dans des problématiques tragiques d'amour, désespérées, c'est toujours lié à des mémoires de carence ou d'impuissance de l'enfance. C'est pas un truc, c'est pas parce que votre compagnon il vient de vous larguer ou qu'il vous a fait pique-pique, je sais pas quoi, des trucs horribles, des mensonges, des trahisons, tout ce que tu veux, des infidélités, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ceci est vécu maintenant que vous êtes dans un truc de tragédie, non. C'est parce qu'il y a eu des histoires d'avant, des histoires même souvent des mémoires d'enfance, et notamment c'est préverbal, vous n'avez même pas les souvenirs, c'est souvent des faux souvenirs. Vous dites oui, mais on m'a laissé abandonner à l'école parce que maman n'est pas venue me chercher. C'est bien plus avant en général qu'il y a des mémoires comme ça qui se traînent, c'est souvent in utero ou préverbal avant que je puisse élaborer, et je me traîne ça. Donc si mon mec est infidèle, je me fais un caca, une espèce de naufrage de désespoir, en réalité ça renvoie à des mémoires beaucoup plus anciennes, d'accord ? Donc c'est tellement intense que ça ne peut pas être que sur les expériences de ce qui vient de se passer. Donc c'est bien de le savoir. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mots à l'époque. C'est pour ça qu'on est dans cette intensité du désespoir, dans une espèce de gouffre
ou l'impression qu'on n'en sortira jamais, dans un tunnel, là, tout noir, tout sombre, qu'il n'y a rien qui va... On ne va jamais en sortir. Genre, il n'y a personne et rien ne va s'arranger, et ça sera toujours comme ça, et je préfère mourir, et voilà. Donc, posez-vous la question quand vous êtes là-dedans, quel âge j'ai quand je suis là-dedans? Quel âge j'ai? Je n'ai pas mon âge. D'accord? Ça peut vous aider à faire un pas de côté. Et c'est mieux de se remettre dans le concret. Vous avez vu que c'est toujours une déconnexion du réel. Donc si vous mettez dans le concret, vous mettez le corps en mouvement, ça ne va pas vous sortir du désespoir complètement, mais ça va vous sortir de la tête. Parce qu'en général, ce sont des pensées, avec des émotions pourries. Donc, pour vous sortir du tragique, remettez le corps en mouvement. En général, ça remet un peu en circulation, et ça remet un peu de vagal ventral, enfin en tout cas du sympathique, pas du vagal ventral, pour aller vers plus tard le vagal ventral. On remet du sympathique, on remet dans le mouvement. Hein. Sinon, vous restez dans le vagal dorsal et vous... Voilà. Et puis, posez-vous la question, ici et maintenant, quand vous êtes dans la tragédie, quel est le plus petit pas que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors, vous n'allez pas faire des grands miracles, hein, mais c'est des toutes petites choses. Je me lève, j'appelle la copine, je me lève, je me fais un petit bain chaud, je me lève, je ne sais pas, enfin bon, ça peut être n'importe quoi, je vais à mon cours de gym, mon cours de yoga, je me lève, je vais à une conf, je me lève, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites un truc, un tout petit pas qui fait que vous vous sentez un peu mieux. Voilà. Et quand vous êtes désespéré, il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas la seule au monde, et que vous n'êtes pas le seul avec des émotions tragiques comme ça, il y en a plein. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'était hier, et vous retraverserez des états comme ça, parce qu'on traverse tous des états comme ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que ça sera votre réalité pour toujours, ce n'est pas définitif, les choses vont et viennent. Hein, quand vous avez passé des moments tragiques, regardez, là, vous êtes sorti, là, vous n'êtes plus dans ce vortex traumatique. Donc, c'est important quand vous êtes dans le vortex traumatique, de dire c'est transitoire. Ça a une séquence limitée dans le temps, surtout si j'alimente pas le mental. Voilà, exprimez ce que vous ressentez, parlez-en à un ami, allô, je suis malheureux, lalala. Alors bon, sur les histoires d'amour tragiques comme ça, je mets toujours un bémol. À la fois, c'est bien de décharger. En fait, vous déchargez, hein, quand vous vous plaignez, là, sur votre triste sort, et il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tati tata, et nani nounou. C'est de la décharge. En fait, vous videz votre sac. Hein. Donc, videz son sac, et vous êtes triste, nanana, vous déchargez votre colère, elle m'a trahi, donc vous déchargez. Donc, il y a un temps nécessaire pour vider. Hein. C'est bien de le faire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'écoute. Ah oui, je comprends, oui, c'est terrible ce qui t'arrive, bon, bref. Donc là, ça vous permet de décharger. Faites-le en conscience. C'est bien de savoir que vous videz votre truc. Hein. C'est nécessaire parce que sinon, vous stockez le truc, là. Vous stockez en mode... Bon, ok. Vous pouvez décharger sur un professionnel, vous pouvez venir me voir parce que moi, j'ai l'habitude. Donc, je vous accompagne dans ce vidage, mais pas très longtemps. Parce que ce n'est pas une fin en soi. Hein. Ça, c'est une première étape. C'est nécessaire, ce n'est pas une intervention qui est hyper efficace non plus. Il ne faut pas en rester là. C'est pour ça que vos copains, copines qui vous écoutent pendant 3 plombes, ça sert un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'à un moment donné, vous vous alimentez dans la position de victime et vous allez continuer vos ruminations oui, mais c'est tragique, et je suis désespérée, et j'ai raison d'y croire, et la preuve, et il m'a fait ça, m'a fait ci. Donc vous continuez à être identifié à la posture de la victime et la posture du drame. Il n'y a personne pour faire couple, et ma vie est un drame, et je rate toute ma vie. C'est pas très sain, ça ne va pas vous aider, quoi. Hein. Donc il y a un temps pour décharger, mais un temps pour faire autre chose, pour sortir de cette affaire. C'est pour ça qu'en thérapie, on est à la fois très empathique avec nos patients, c'est-à-dire qu'on les écoute, on dit oui, c'est vrai, c'est dramatique, tatata. Voilà, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, c'est leur vécu, donc c'est forcément que c'est vrai. Donc c'est leur réalité. Mais en même temps, de ne pas y rester, parce que sinon, ils repartent comme ils sont arrivés avec cette posture de victime, et il n'y a pas de sentiment. Quand on est dans une posture de victime, je vous rappelle, il n'y a pas du tout de sentiment d'être au contrôle. Hein. Au contraire, il y a un sentiment de subir. Il n'y a aucun sentiment de... Donc on se ratatine, hein. On repart dans le drame, quoi.
vous pouvez aussi écrire vos pensées dans un journal, histoire de décharger. Là, c'est pour la partie décharge. Voilà. Puisque je suis dans la partie victime, je vais y rester. Parce que dans les problématiques de victime, ce qui est le cas quand vous êtes dans des trucs de tragédie comme ça, je ne retrouverai personne, c'est la fin du petit cheval, comment vais-je faire, que vais-je devenir, les autres sont en couple et pas moi. Même si j'attends une baguette magique, je sais que ce n'est pas possible. Parce que je rêve souvent, ceux qui attendent l'amour, ils ont toujours ce rêve latent du mythe de l'amour romantique, c'est-à-dire qu'ils rêvent de ça quand même, c'est un rêve, c'est une quête du Graal, etc. Même s'ils savent que ce n'est pas possible, le prince charmant et la femme idéale, il y a quand même cette affaire, de j'espère et j'aimerais, mais ça devrait se faire tout seul, mais rien ne marche, et est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que c'est faisable, etc. Et ça, c'est la position de victime. Donc, plus tu es obsédé par ça, plus ça te fatigue, moins tu as le contrôle, comme je le disais, et moins tu as ton énergie qui remonte, en fait. Ton énergie, elle baisse. Voilà. Donc, soit vous avez deux façons de gérer, pour ceux qui sont là-dedans, soit ils se mettent en mode attaque, les proactifs. Donc, les proactifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre sur les sites de rencontres, ils vont sortir dans toutes les sorties, ils vont dire à leurs potes je suis célib, trouve-moi, si tu as quelqu'un, tu me téléphones. Ils sont prêts à tout, tu vois. Ils sont hyper sur le marché, là. Ils sont au taquet, mais ils sont en mode attaque. Donc c'est le sympathique, ici, qui est... Voilà. Mais why not, il n'y a aucun problème à faire ça. Mais derrière ce truc du sympathique, qui n'est pas toujours sympathique, c'est le côté un peu excessif qui est « mais si je ne trouve pas, on revient, que vais-je devenir ?» Tu vois, c'est toujours « bon. » Et donc, l'amour n'est que fixé sur cette histoire du compagnon, d'ailleurs. C'est comme si l'amour n'est pas au sens élargi, parce que l'amour peut être sur l'amour de votre prochain en général, l'amour... des animaux, l'amour de la nature, l'amour du vivant, l'amour de Dieu, l'amour, je ne sais pas moi, l'amour tout court. L'amour de vous, l'amour de votre chat, l'amour de vos enfants, de vos petits-enfants, de tout ce que vous voulez. Bon bref, c'est au sens élargi, d'accord? Et là, en général, les gens qui me font ça, ils me font une fixette, quand ils sont en mode victime, ils font une fixette sur l'amour du compagnon. Et un compagnon... Voilà. Sinon, mais ça peut être très sympa d'avoir un compagnon. C'est juste que là, il y a une fixette, en fait. C'est ça qui n'est pas très sain. Et donc, si vous élargissez aussi sur l'amour un peu partout, que vous pouvez récupérer à droite à gauche à droite, déjà l'amour de soi, mais pas que. Déjà, ça va vous donner un peu des respirations, quoi. Vous allez rester coincé sur un truc, à focaliser sur une idée. Vous allez voilà, vous coincer là-dedans. Alors, ma patiente de ce matin, que je reviens un peu sur mon étude de cas, elle arrive avec ça. Elle me dit « Je ne trouverai jamais quelqu'un et je ne trouve que ceux qui ne veulent pas s'engager. Le dernier en date, voilà, il est jeune et je ne suis pas assez belle pour lui. » Donc bon, voilà, c'était l'histoire. Et puis, elle me disait aussi « Ah, j'ai quand même fait une expérience. J'ai jamais été en couple au quotidien, ça n'a jamais fonctionné. J'ai pris que des mecs qui étaient mariés, indisponibles, machin, tout ça. » j'ai vécu que 2 mois avec un mec en réciprocité, avec qui ça s'est bien passé. Déjà, j'ai connu ça, c'est bien, et c'est ça que je voudrais... Et j'étais amoureuse, et je suis amoureuse de la passion, et j'aimerais bien que ça soit ça dans un quotidien. Bon, alors déjà, vous voyez le diagnostic, déjà, on se dit... Oui, déjà, elle aimerait être amoureuse tout le temps comme ça, ça va peut-être pas durer... Qu'il y ait de l'amour en réciprocité, oui, ça c'est souhaitable. Mais que ceci dure, elle était pendant 2 mois en voyage, que ça dure pendant 10 ans, ça c'est moins réaliste. Et après, elle envie tous ceux, moi j'ai pas le droit, et pourquoi les autres y ont le droit? Et pourtant je suis sur le terrain, elle était proactive, elle faisait des sites, des machins, elle sortait, tout ça. Pourquoi moi je suis proactive et j'y arrive pas? Mes copines n'y arrivaient pas, moi. Voilà, donc elle avait le mythe de l'amour romantique. Alors diagnostic, c'est important de faire un diagnostic. Mythe de l'amour romantique,
Schéma abandon, pas trop chez elle. Par contre, en creusant un peu, parce qu'il faut tirer les fils quand même, pour voir pourquoi elle se plombe avec cette histoire de je ne trouve pas l'amour, je ne trouverai pas l'amour, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est... Parce que la question, les gens, ils arrivent avec ça quand ils consultent. Je ne trouve pas la bonne personne, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, ou j'ai un problème, alors mon problème, c'est que je choisis que des mecs, pour les nanas c'est ça, hein, mais les mecs ça doit être pareil, je choisis que des mecs qui sont indisponibles ou mariés, ou je cours après des évitants, alors j'ai toujours les mêmes trucs, hein, ou les mecs qui sont infidèles, ou enfin, bon bref, bon, c'est toujours un peu le même truc. Et en fait, soit c'est moi le problème, soit c'est les mecs, j'accable les autres, les mecs c'est eux qui ont des problèmes. Ça peut être, là je prends un exemple, mais c'est pareil si vous renversez un homme, c'est la même chose, la même chose. Mais en fait, quand on creuse, ça c'est la périphérie. En fait, c'est pas très intéressant ce contenu. Quand je creuse, qu'est-ce que je tombe? Je tombe dans son histoire. Sa mère, en fait, elle était dans un vide affectif depuis toujours. Elle a fait des gosses pour combler son vide affectif. Du coup, comme elle était dans le vide affectif, elle était carencée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est pris un mari qui l'a abandonnée. Il y a eu des conflits. Donc, cette gamine, elle a vécu dans des conflits conjugaux. Au final, sa mère a divorcé. Ça allait un peu mieux quand elle a divorcé. Elle s'est sentie comme la vache qui broutait, un peu moins en danger. Mais au total, elle était toujours en vide affectif. Elle n'a jamais refait sa vie. Quand on voit l'histoire un peu des parents, c'est intéressant. Elle n'a jamais refait sa vie. Et donc, elle est restée à transmettre l'idée à ses enfants que quand même c'est mieux quand on est en couple. Mais elle est résignée. Mais bon, ouais, bon mais il n'y en a pas, il n'y a pas de mec. Oh, c'est pas terrible, il n'y a jamais de mec bien. Voilà. Donc, elle transmet ça. Et elle est toujours angoissée. Donc, elle transmet une solitude subie. D'accord? Où il faut se méfier des hommes. Et toujours dans le vide affectif, parce que, et comment j'ai eu l'intuition que c'était ce problème, c'était ce modèle de mère, qu'elle traînait, en fait c'est un problème transgénérationnel, en fait ça lui appartient pas tellement ce truc, il me faut la quête du Graal, l'amour machin, que je trouve jamais, etc. Et elle n'est jamais satisfaite, et c'est normal, parce qu'elle a une quête idéalisée, mais parce que sa mère, elle lui transmet son anxiété, son vide affectif, elle se tape le vide affectif aussi, et elle se tape le problème de sa mère en fait. Si vous avez compris. Donc la tante du prince charmant, elle est toujours dans le vide, elle cherche à guérir son vide à travers le prince charmant qu'elle attend, qui n'est jamais assez là, de temps en temps il y en a un qui passe mais qui est indisponible, pas ceci, donc là, pendant qu'il n'est pas disponible mais qu'elle fait de la fusion, donc là elle n'est plus dans le vide, mais le mec elle attend le sauveur. Donc forcément ça ne marche jamais, plus le père qui était manquant, puisque le père finalement n'était pas très sympa avec la mère, on apprend dans l'histoire, mais qu'après, bon voilà, il n'a pas refait sa vie non plus, mais bon, il n'était pas très présent à elle. Donc on voit le père manquant, la mère dans le vide, la mère anxieuse, égale, on comprend pourquoi à son âge, à 40 ans, elle n'arrive pas à faire couple et qu'elle se prend le chou avec « je suis tragiquement désespérée, je ne fais pas couple, je cherche le mec, et pourquoi les autres y arrivent et pas moi, et pourquoi les autres y arrivent et pas moi ». Donc en fait, c'est intéressant de voir. Alors, évidemment, je vous rappelle, vous avez des copines comme ça qui vous appellent ou des copains comme ça, vous les laissez décharger, hein, vous laissez se plaindre. C'est important, ça, d'écouter, mais oui, c'est dramatique, c'est triste, c'est vrai, nanana, bon, ok, ça c'est important d'accueillir la tristesse et la colère. Éventuellement, voir s'il n'y a pas un schéma qui traîne. Bon, ça, c'est ce que moi je fais en thérapie, est-ce qu'il n'y a pas un schéma abandon qui se répète, un truc qui se rejoue? Mais là, on voit que ça appartient plus à du modèle, du transgénérationnel. Je fais comme maman ou je fais contre maman. C'est-à-dire, ma mère s'est retrouvée en mode solitude subie et moi, je ne ferai jamais comme elle. Moi, je trouverai quelqu'un et je triompherai, moi. Et c'est pas mieux. C'est pareil, comme ou contre égale même combat. Hein. Vous êtes en référence par rapport à un parent. Donc en fait, vous n'êtes pas vous n'êtes pas libre d'être vous. Vous avez une opinion en référence à les histoires émotionnelles de vos parents. Donc vous n'êtes pas autonome. En fait. Donc l'idée de travailler sur la famille, c'est ici l'idée de garder le bon et de faire le tri, de leur laisser ce qui leur appartient. Parce que vous n'êtes pas vos parents en fait. Vous vous trimballez les miasmes émotionnels, psychologiques, les traumas non gérés, leurs problématiques, voilà, qui finissent mal en fait. Mais ce n'est pas à vous en fait. Donc c'est à vous d'être un peu plus conscient de qu'est-ce que vous reproduisez de vos parents et que vous avez encore... Et voilà. Bon. Donc regardez les messages cachés de vos parents sur leurs propres histoires d'amour. Et c'est pour ça que moi, vous l'aurez dans le PowerPoint si vous
je vous ai laissé un exercice. Un exercice qui est sympa à faire, intéressant plutôt. C'est qu'est-ce qui vous empêche de sociabiliser? Alors déjà, quand on est dans « je ne retrouve pas l'amour », qu'est-ce qui vous empêche de sociabiliser aisément pour aller vers des potentiels partenaires? Bon, de quelle croyance limitante je suis formatée? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à aller vers. Hein. Bon, tout le monde n'est pas proactif. Donc déjà, qu'est-ce que je me raconte pour ne pas aller vers? Par exemple, la fille là, que j'avais ce matin, elle se disait « je suis très moche, enfin pas très moche, ou je suis belle ou je suis moche ». Bon là, elle se trouvait moche. Donc, bon, voilà. Ou alors, je ne suis pas intelligente, ou je ne suis pas intéressante, ou je suis... je ne sais pas ce qu'on se raconte. Donc c'est intéressant d'identifier qu'est-ce que je me raconte pour ne pas sociabiliser correctement. D'accord? De quoi je suis formatée en fait. Donc déjà d'identifier ça pour arrêter de croire que ceci est vrai. Sinon, vous travaillez sur la déconstruction de ces croyances. Ça se travaille. La méthode Cathy Byron, j'avais fait un travail là-dessus avec une nana qui s'appelle Isabelle Rougier, que j'avais interviewée. Ça, c'est un travail de déconstruction des pensées fausses, des croyances fausses. Si vous racontez des trucs comme ça, à pas le faire. Hein. Bon, pour les identifier par rapport à vos parents, vous devez vous poser les questions. Quelles étaient les valeurs de ma mère concernant la relation à l'homme, ou à l'amour, ou à la relation de couple? D'accord? Ça peut vous intéresser, ça. Donc, quelles étaient ses émotions, quelles étaient ses opinions, quelles ont été ses attitudes qu'elle m'a montrées concernant sa relation à l'homme. Vous faites pareil pour les valeurs papa. Voilà, mon père, quelles étaient ses valeurs concernant la relation à la femme, de ce que j'ai vu en tant qu'enfant, en tant qu'émotion, en tant qu'opinion et en tant qu'attitude. Qu'est-ce qu'il a montré, comment il se comportait avec les femmes, comment il relationnait émotionnellement, etc. Donc faites un petit check comme ça, et vous allez voir ce que vous avez emporté, malgré vous, à votre insu, ou ce que vous avez fait comme ou contre, parce que vous pouvez faire comme ou contre, même combat. Hein. D'accord, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est de voir à quoi vous êtes identifié, et qu'est-ce que vous reproduisez qui ne vous appartient pas. Parce que ça, c'est extrêmement important. Sinon, vous allez adhérer à des trucs tout le temps, toujours faux, en fait, en croyant que ceci est vrai, sauf que vous réglez les problèmes de vos parents et pas les vôtres. Donc, quand on a des traumas comme ça, et notamment des traumas transgénérationnels, puisque la relation amoureuse, c'est les traumas d'insécurité. Je vous rappelle que les gens, ils se mettent en couple pour gérer les problèmes d'insécurité. Se stabiliser en couple, c'est pour se sentir sécure. C'est pour agrandir un vecteur de sécurité. Même s'il y en a qui disent mais non, on ne cherche pas à se mettre en sécurité quand on est en couple, on cherche l'épanouissement, sauf que s'il n'y a pas une base d'attachement sécure, il ne va pas y avoir beaucoup d'épanouissement. Hein. L'épanouissement, il vient qu'après. Il vient, voilà. Mais la sécurité, ça ne veut pas dire la routine, le plan-plan, le gnang-gnang et le plouf-plouf. Hein. Ce n'est pas ça la sécurité. Il y en a qui confondent, qui entendent n'importe quoi, qui traduisent en disant mais oui, la sécurité, on est en couple pour la sécurité, ça veut dire qu'on dort. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'on a une base sécure. À partir de là, on peut jaillir dans la spontanéité, le jeu, la liberté, l'exploration, enfin faire plein de trucs. Mais ce n'est pas le plan-plan de chez plan-plan, on est en sécurité, on dort sur nos deux oreilles. Bon, enfin, je préfère le rappeler. Donc les gens qui sont traumatisés, notamment dans des traumas de l'enfance qui ont été soit physiques, soit psychologiques, soit des abus en tout genre, à savoir que même quand il y a des impacts plus tard chez l'adulte et chez l'ado et l'enfant et l'ado, ce qui va construire la personnalité, ce qu'on appelait la personnalité, le vrai self, le vrai moi n'est jamais affecté par les traumas, qu'on appelle l'âme. Hein, le vrai moi n'est jamais affecté en fait. Ce n'est pas touché, c'est juste la personnalité qui est touchée. C'est déjà pas mal. C'est ce qu'on se trimballe en fait. Hein. Et donc, la difficulté d'accompagner un copain, une copine qui est dans ce truc désespéré, là, je suis tragiquement, je ne trouverai jamais l'amour, ou nous, quand on est des thérapeutes, ce qu'on doit avoir en conscience, c'est à la fois, il faut être en compassion avec la personne qui le vit, parce qu'elle le vit, donc c'est sa vérité, c'est sa réalité de maintenant. Mais c'est sa personnalité qui perd, c'est son moi blessé, en fait, son moi traumatique, son vortex traumatique qui apparaît ici, qui vit toujours cette souffrance. Et voir derrière l'individu libre, c'est-à-dire l'âme qui est libre de toutes ces identifications. Donc ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire derrière ce faux self, derrière cette adhérence à
je suis persuadée que c'est un drame, le drame existentiel de ma vie, c'est de ne pas trouver de compagnon et c'est la fin du monde, et nanana, et si je ne trouve pas de compagnon, je rate toute ma vie, tatitata. Il y a un individu libre qui s'y cache, hein, qui est derrière, mais qui n'est pas en avant-plan, qui est en arrière-plan. Voilà. Donc ça, nous, ce qu'on cherche, même si vous êtes des amis chers à ces personnes-là, on cherche à aller par là, dans cette direction, aller atteindre, toucher, voir comment on peut aller, que la personne aille toucher cet individu libre. Et le paradoxe du trauma, c'est que ça va créer des fausses croyances, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, et que la personne, elle arrive avec ça. À la base, il y a eu un vrai trauma objectif. Aujourd'hui, c'est pas si vrai, parce que les adultes, on est rejeté 2 minutes, et alors, on ne va pas en mourir. On est abandonné 3 minutes, et alors, on ne va pas en mourir. En fait, il n'y a pas le drame qu'on avait quand on était enfant. Donc, ces histoires-là qu'on se raconte, on les vit vraiment comme si on avait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est des vortex traumatiques, c'est des conséquences des traumas, ça. Voilà. Et ensuite, on s'identifie à la victime. Il m'a trahi, il m'a rejeté, elle m'a trahi, il m'a rejeté. Et on va en faire une posture. Et le problème de ces postures de victimes, c'est qu'on va les utiliser pour manipuler les autres. Par exemple, il m'a trompé, c'est un salaud. Les gens, ils arrivent avec ça, hein, avec vos copains, vos copines. Et la preuve, c'est vrai, tu as vu tout ce qu'il m'a fait, et il a encore recommencé, et vraiment, je ne veux pas lui faire confiance, et nani et nana. Donc, si je me positionne en victime, soit je vais chercher à ce que l'autre change, donc je vais le manipuler pour qu'il change, je vais dire mais sinon je ne resterai pas avec toi, et nanana, et tu dois changer, parce que sinon c'est impossible, tu ne fais pas correct, tu n'es pas normal. Soit je culpabilise donc l'autre, soit je le manipule pour qu'il aille dans ma direction, soit je lui demande de l'aide. Oui, rassure-moi, console-moi, parce que si je ne suis pas, si tu ne me protèges pas, comment je vais faire? Je suis une pauvre petite fille fragile, etc. Donc ça, c'est s'identifier à une part victime. Extrêmement malsain, évidemment, on fait tous ça plus ou moins. Donc si vous voulez sortir, déjà, il faut observer et conscientiser cette part victime en vous, quand elle apparaît, parce que la part victime, c'est une part. Et comme toutes les parts, elle a son opposé dans le mental. Et l'opposé, c'est le bourreau. Et donc, on navigue dans bourreau, persécuteur, sauveur, victime, persécuteur, sauveur, parce qu'on est dans cette part victime et que tôt ou tard, on va se transformer en bourreau, ou l'autre, c'est notre bourreau, mais on devient le bourreau de l'autre quand on commence à lui dire « il faut que tu changes parce que sinon, je te menace, tatitata ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire d'être conscient de ça et que ce n'est pas ce qui nous rend libres. Si vraiment l'autre est notre bourreau et que c'est un poison pour nous, bah on arrête la relation et on passe à autre chose. Et là, on se responsabilise, c'est-à-dire on sort, on reprend le contrôle. On sort de cette histoire victime-bourreau, il devrait, il ne devrait pas. C'est-à-dire, on ne se maintient pas dans cette posture. Et on reprend sa liberté. On reprend son bâton de pèlerin, on reprend sa liberté. Mais on arrête de blâmer l'autre. L'autre passe ton chemin, fait autre chose. Voilà, l'autre c'est l'autre, il est comme il est. À la limite, on ne lui en veut pas, il est comme il est, mais on ne reste pas 107 ans là-dedans et on arrête de l'accuser pendant 107 ans. D'accord ? Donc on est libre. Donc c'est important de voir les deux facettes. Soit je suis en posture de victime, et quand on est en posture de victime, on ne voit pas la posture du coupable. On ne voit pas qu'on est aussi bourreau. Donc c'est important aussi, quand vous êtes là-dedans, de passer dans en quoi, ça c'est pour faire reprendre la responsabilité. Et souvent la question qu'on pose, c'est dis-moi une chose que tu as faite que tu n'aurais pas dû faire. Par exemple, tu es dans une relation avec un PN, puisque là vous avez parlé un peu d'un pervers narcissique ou d'un narcissique ou d'un manipulateur ou n'importe quoi. Bon, prenons cet exemple un peu classique. Alors, souvent on peut poser la question, dis-moi une chose, si vous êtes avec une copine, dis-moi une chose que tu n'as pas faite toi, au lieu de la laisser dans la victime, hein, que tu aurais dû faire selon toi. Ou dis-moi une chose que tu aurais dû dire et que tu n'as pas dit, hein, ou que tu n'as pas faite et que tu aurais dû faire. Voilà, ça c'est histoire de la sortir de cette position de victime, mais c'est de lui faire sentir à cette personne qu'elle a une responsabilité. Voilà. Parce que tant qu'elle ne passe pas dans les polarités opposées, tant que vous restez dans la victime, vous allez bloquer, vous allez être coincé avec des machins, des ruminations, des trucs.
et ma vie est un drame, et j'ai tout raté, et je vais me plaindre, et je vais pleurer, et je vais être dans la colère, et dans la tristesse, et tati et tata. Bon, c'est bien, mais ça ne va pas vous arranger longtemps, quoi. Donc pour en sortir, et pour faire sortir vos amis de ça, vous avez compris, c'est de passer de la position opposite, puisque la vie, c'est la dualité. Donc la dualité, c'est qu'il y a, c'est un état mental, hein, c'est un point d'identification. La victime, l'inverse, c'est le bourreau. Donc il faut passer dans l'autre le bourreau, hein, c'est-à-dire tu es aussi coupable d'être resté là-dedans, ou tu es coupable ou responsable de ne pas lui avoir mis des points sur les i, ou d'être resté trop longtemps, ou je ne sais pas, de ne pas avoir mis tes limites, de ne pas t'être affirmé, d'avoir dit un truc et de ne pas avoir fait. Donc de quoi tu es responsable, de quoi tu es coupable, hein. Donc c'est important de passer dans le bourreau. Hein, Moi je suis coupable de ne pas avoir fait ça, je ne suis pas que la pauvre victime, voilà, fragile. Et pour être libre, pour passer dans le vrai self, parce que le vrai self, comme je vous l'ai dit, il est au-delà des états, il est au-delà des états victime et bourreau. On n'est ni victime ni coupable, et là on se libère. Voilà. Parce que les victimes, comme vous le savez, attendent les sauveurs. Si je ne me libère pas de cette posture de victime, même si le manipulateur avec qui j'étais, il n'est plus dans ma vie, je continue à jouer à la victime, et donc je vais appeler les sauveurs, les prochains sauveurs, pimpon-pin, pimpon-pin. Je vais appeler les prochains sauveurs qui vont passer par là, et ça va continuer. Je ne vais rien régler. Hein? Et les sauveurs, ils vont attirer, de toute façon, les sauveurs, ils vont chercher les victimes, les petites choses fragiles, ou les mecs ou les nanas, hein, peu importe. Et c'est pareil des deux côtés. Donc si vous ne réglez pas ces problèmes de victimes que vous attendez, vous le retrouverez plus tard. Donc c'est ni l'un ni l'autre. N'arrivez jamais dans... C'est des accroches, des attrape-nigo, ça. J'arrive dans la relation en victime, j'appelle le sauveur ou la sauveuse. D'accord ? Des fois, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que... Des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est des mécaniques complètement inconscientes. Et ça va complètement avec ce drame-là qui est je cherche l'amour mais je ne trouve pas, j'attends mon sauveur. Moi, j'attends mon sauveur et je ne trouve pas. Tu vois, là, c'était le cas de cette patiente de ce matin. J'attends mon sauveur et je ne trouve pas. Bon, après, si elle trouve quelqu'un qui n'est pas son sauveur, c'est parfait, mais on n'attend pas le sauveur, en fait. Voilà. On se sauve soi-même. On se sauve soi-même. Et c'est complètement vrai. Voilà. Alors, il faut voir aussi que les couples, et vous allez le voir dans votre vie, les couples que vous avez formés ou les partenaires que vous avez choisis nous activent sur nos points d'identification. Hein, c'est normal. La relation amoureuse, ça réactualise toutes les blessures. Donc, ça vous met en front line. Donc, soit vous vous sentez victime dans les relations, soit vous vous sentez coupable. Vous avez menti, vous avez trahi, donc soit vous prenez pour le coupable, soit vous prenez pour la victime. Mais vous êtes les deux. Hein. N'oubliez pas, quand vous vous sentez dans l'un, passez dans l'autre. Quand vous êtes dans l'autre, passez dans l'un. Voilà. Et le cadeau, c'est de le voir. Le jour où vous voyez ça, vous vous en libérez. Tant que vous ne le voyez pas, vous êtes sur un point. Vous êtes scotché sur un point. Donc on peut faire toutes les thérapies qu'on veut. Le moment où il y a quelque chose qui va vraiment changer, c'est de ce qu'on a subi. Par exemple, pendant des années, vous avez subi un PN, un pervers narcissique, ou vous avez été comme moi dans le rêve romantique, à appeler les sauveurs. J'en ai eu des tonnes. Moi, je passais mon temps dans les sauveurs. Ils venaient toutes. Allez, on va te sauver la vie. J'avais des mecs hyper bienveillants, hyper charmants, hyper attentionnés, hyper tout ce qu'on veut. Que des sauveurs, j'avais. Bon, c'était charmant. Là, j'en ai plus besoin. Du coup, je ne les appelle plus, ils viennent plus. Hop. Donc, tout ça pour dire, le moment où ça change, c'est vraiment quand on commence à en faire un investissement, c'est-à-dire on se met vraiment, on se libère de ces trucs-là, on n'a plus besoin ni d'un sauveur ni d'un bourreau d'ailleurs, et du coup, on ne se sent pas coupable de faire du mal aux autres, on est comme on est, si l'autre ne veut pas rester avec nous, il n'est pas forcé, on ne lui met pas le gun, hein. Donc il fait autre chose de sa vie, puis c'est tout. Hein. Donc, on commence à s'en libérer et on change vraiment quand ce qu'on a vécu, les pires traumatismes qu'on a vécus, on les transforme, on s'en libère et on se met au service des autres, on en fait quelque chose. Par exemple, parce qu'on ne peut pas se guérir tout seul en fait. Hein. Par exemple, si j'avais rien à manger quand j'étais enfant, eh ben, quand je serai plus grand, je vais devenir bénévole, je vais donner, je vais être dans les restos du cœur, je vais prendre soin, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc par exemple, moi je suis devenue thérapeute au service de l'autonomie pour accompagner les gens au service de l'autonomie affective. Exemple.
Mais il y a plein d'exemples comme ça. Donc on transforme, on devient un thérapeute, on écrit des livres au service pour aider les autres. Donc le trauma devient une grâce, et c'est ce que disait, ou une sagesse, comme disait Gabor Maté, qui est un des grands spécialistes du traumatisme, et qui dit la véritable transformation, c'est quand on offre aux autres ce qu'on a vraiment compris comme un cadeau. Au lieu de rester dans le drame, c'est tragique, c'est dramatique. Voilà. Évidemment, il faut avoir survécu, hein, sinon vous êtes mort. Ben oui, ceux qui n'ont pas survécu, ils ne sont pas là. Donc le cadeau, c'est vraiment quand on a survécu et quand on a passé toutes les étapes et qu'après on est remonté, le phénix renaît de ses cendres et qu'on a compris des choses et qu'on est sorti de ces trucs de victime, de bourreau, de machin, de coupable. Donc on est passé dans les polarités opposées. Le travail de Cathy Barron il est assez exceptionnel, c'est un travail de déconstruction. C'est toutes les croyances. On doit passer dans les polarités opposées. C'est-à-dire quand je me dis, par exemple, la fille de ce matin, elle se disait « je suis trop moche pour trouver quelqu'un », bon, eh ben, elle doit passer par « je suis trop belle pour trouver quelqu'un ». Parce que tant qu'elle ne croit pas que ceci est vrai, c'est pas plus vrai que l'autre. Hein. Tout est vrai, tout est faux. C'est pour ça, on doit passer par l'inverse pour s'en libérer. Donc elle doit expérimenter « je suis belle, je suis super belle », pour trouver quelqu'un. Ou sa deuxième croyance, c'était si je trouve personne, ma vie est foutue. Donc elle doit passer par l'inverse. Si je trouve personne, ma vie est réussie. D'accord ? C'est toutes les constructions inversées. Si je trouve quelqu'un, ma vie est foutue. Hein ? L'opposé, c'est pas si je trouve quelqu'un, ma vie est foutue. Alors attends, si je trouve quelqu'un, ma vie est foutue. Si je trouve quelqu'un... Non, mais l'exact inverse, on travaille sur l'exact inverse. La polarité opposée, c'est l'exact inverse. Donc l'exact inverse de si je trouve quelqu'un, ma vie est foutue. Si je trouve quelqu'un, ma vie est réussie. Si je trouve personne, ma vie est réussie. Si je trouve personne, ma vie est réussie. Ben oui, c'est l'exact inverse. Bah oui, parce qu'elle se dit dans sa tête, si je trouve jamais personne, parce que je veux faire couple, elle veut faire couple, hein, en trouvant la bonne personne, amoureuse, épanouie. Bon, si je trouve personne, sa vie est carrément foutue. Elle a tout raté, la fille. Elle était là, elle pleurait tout le temps. Là. Toute la journée, elle pleurait, elle pensait qu'à ça. Hein. Je t'explique, elle ne pouvait même plus bosser. Enfin, elle bosse en pensant à ça du matin au soir. C'est une obsession. Donc, la nuit, elle se couche, elle est triste. Le matin, elle est en colère. Et ben, toute la journée, elle ne fait pas cuicui les oiseaux, tu vois. Donc, elle passe son temps à regarder les couples qui fonctionnent et elle se dit eux, ils n'y arrivaient pas, moi. Bon, c'est quand même, c'est pas folichon comme truc, quoi. Ça donne pas envie, tu vois. Et donc, oui, elle doit passer par cette déconstruction qui est si je trouve personne, ma vie est réussie. C'est tout. Là, mais ça doit être vraiment. Parce que les points de vue, tous les points de vue sont vrais. Ils sont tous faux, ils sont tous vrais. Donc, ils sont intéressants à examiner. Il faut circuler dans les points de vue. Il ne s'agit pas de s'accrocher à un point de vue. C'est pour ça que je passe mon temps à faire des thèses, antithèses, synthèses. Et moi, avec moi, vous pouvez vous accrocher à aucun point de vue parce qu'il n'y en a aucun qui se tient. Donc, un jour, je te dis blanc, l'autre jour, je te dis noir, et après, je te dis gris. Parce qu'il n'y a pas un point de vue qui est plus vrai qu'un autre. Puisque je vous rappelle que le vrai self, il est au-delà. L'âme, c'est au-delà d'un point de vue. Il n'y a pas de point de vue, en fait. C'est au-delà le vrai self, il est au-delà de tous les points de vue. Voilà. Et c'est l'endroit de l'extrême liberté. Voilà ma petite réflexion du soir. Donc sortir de la dualité, je suis en couple, c'est le bonheur, être amoureux, c'est le bonheur, être seul, c'est le malheur. Vous avez compris que c'est une dualité dont il faut se distancier. Voilà, donc de ne pas s'attacher au résultat, ça veut dire de continuer à jouer le jeu, hein, d'être proactif, vous allez sur le terrain, vous faites des rencontres, vous tchatchez, vous partagez, vous faites des couples ou pas des couples. Donc jouez le jeu, mais sans subir, sans vous attacher au résultat. Voilà, vous faites couple, vous faites couple, vous faites pas couple, vous faites pas couple, vous faites autre chose. Vous faites couple, c'est bien aussi, c'est super, enfin tout est OK. Donc c'est ça la confiance, il y a ce qui se passe et je ne suis pas coincée dans ce truc de je ne rencontre pas l'amour, c'est la fin du monde, c'est tragique. Je ne suis pas coincée dans je rencontre l'amour, ma vie est géniale, parce que ce n'est pas plus vrai que ça non plus. Donc je triomphe dans ni l'un ni l'autre, en fait, vous avez compris. Voilà ma conclusion du soir. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, ou des réflexions, ou des témoignages qui iraient dans mon sens? Ou dans le sens inversé pour pouvoir alimenter le débat. Vous pouvez me contrer. Hein.
Alors vas-y, attends, vas-y, passe-lui le micro, Anna, parce que... Attends, vas-y, parce que si on ne t'entend pas dans le micro, ça va pas le Vous faire. demandez votre avis sur une formule, moi, qui me va bien, c'est tant mieux, tant pis. Oui, tant pis, tant pis. Moi, ce que je vous invite, c'est à le vivre intérieurement. Enfin, parce que si tu es en accord avec toi, tu sens que c'est paisible. Tu es dans la vache qui broute, tu vois, paisiblement. Si tu le... Il faut vraiment, c'est comme il disait, indifférent. Il faut vraiment que ce soit pas un truc de... c'est encore une technique pour lâcher prise. Tu vois, il ne faut pas que ce soit un truc genre d'enfant rebelle en nous qui dit « ouais, tant mieux, tant pis, mais en fait, j'ai toujours ce rêve latent. Tu vois, il faut vraiment que ce soit aligné. Donc pour être aligné, ça veut dire que c'est neutre comme thème. Ce n'est pas un thème qui vous stresse en fait. Vous continuez à vivre votre petite vie, vous broutez quoi. Vous mettez dans le vagal dorsal, ventral, pas dorsal. Voilà. Je me méfie des réactions un peu, tu vois, des techniques un peu... ouais, je m'en fous. En fait, tu t'en fous pas du tout, tu vois. Mais ouais, tout va bien, je m'éclate trop. Ouais. J'en ai plein qui me disent, mais moi je suis vachement indépendante, financièrement, j'ai plein d'amis, je m'éclate trop, tout ça. Ouais, mais enfin, tu es toujours en train de rêver à fond du prince charmant. L'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, en vrai dire, un peu quand même, parce que quand tu es en rêve latent, tout est en choix par défaut. Ça veut dire que tu t'éclates pas tant que ça. À mon sens, hein. Vous pouvez vérifier, après chacun son vécu, hein. Mais le prince charmant, c'est l'appel au sauveur. Si tu te dis pourquoi pas, tu vois, c'est différent entre pourquoi pas faire un couple si quelqu'un arrive. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être un plus, tu vois, ça pourrait être sympa, ça peut m'ajouter une plus-value. Mais c'est pas un rêve latent de l'attente du prince charmant, c'est quand même différent. C'est pas en choix par défaut, ma vie elle est moyenne, j'y arrive, tu vois, genre je me gère, genre je sais faire, mais c'est moyen, tu vois. Non, 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 non. Non, là, vous n'avez pas résolu grand-chose. Vous êtes toujours dans cette identification à l'attente du prince charmant. Il faut le voir, ça. Il y en a plein qui me sortent ça, qui me disent « Mais non, moi je me gère haut la main, je me gère haut la main. Mais là, j'ai rencontré le nouveau, et là, oh, je repars dans le drame. » Bah oui, mais enfin, tu n'as pas géré, parce qu'avant, tu ne gérais pas si bien que ça, en fait. Ça, c'est pas vrai. Donc, c'est bien d'arrêter de se raconter des cracks et de voir combien le rêve du prince ou de la princesse... Enfin, chez les hommes, c'est plutôt la femme idéale ou le couple idéal. Voilà. Ils sont aussi... il y a beaucoup d'hommes ici, donc ça serait bien. Vous pouvez prendre la parole, les mecs aussi. Hein, il n'y a pas que les nanas. Hein. Moi, j'ai donné des exemples de patientes, mais... Alors, les hommes, qu'en pensez-vous de ce truc de « j'ai pas trouvé l'amour, je dois trouver l'amour » Alors, trouver un homme l'amour. qui s'exprime. Ah. Bon, moi, je retiens de tout ce que vous avez dit un mot clé qui me va bien, le lâcher prise, en fait, de pas se... C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. De s'accrocher là comme une moule au rocher, il faut laisser aller les choses. Moi, si j'avais une frustration dans mon état, c'est pas tellement en référence à un modèle social, c'est plus par rapport au temps qui passe. C'est-à-dire De me dire, ben, j'ai 56 ans, de me dire, ben, je suis seul, si j'étais en couple, je pourrais vivre des moments plus intenses. Mais voilà, tu le fais comme partager des week-ends, des vacances, c'est quand même plus sympa d'être dans un beau paysage avec quelqu'un qu'on aime et lui donner la main. Manger un bon petit plat et le partager avec quelqu'un avec qui on partage ce moment de joie, de plaisir. Voilà, c'est plus par rapport à la notion de temps, de se dire, si j'étais en couple, ma vie, elle serait plus exaltante. Bah, c'est ce qu'elles me disent, hein, mes patientes. C'est bien, merci de ton témoignage, parce que c'est ce que j'entends tous les jours. Donc, c'est ce que j'appelle le rêve latent. Et quand je dis je me gère en tant que célibataire, c'est un choix par défaut, puisqu'on entend ce discours qui est « mais ça serait tellement mieux si l'autre, elle me prend la main pour aller au resto, pour aller pour aller nini, pour aller regarder un paysage, tout ce que tu aimes bien. » Donc, là, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce qu'il y a une croyance qui est limitante, qui est le couple, c'est mieux.
ou alors là, c'est le partage. Hein, c'est beaucoup partagé. On entend beaucoup des trucs de partager ici. Partager les émotions. Pas que les émotions, puisque tu as des activités aussi. Je peux prendre du plaisir seul à voir un super paysage, à être au restaurant seul, à me régaler d'un bon petit plat, mais de partager les émotions, c'est... Alors, partager des émotions, c'est l'intimité. Tous les besoins, rappelez-vous, pour être libre, parce que tu peux partager des émotions, là c'est l'intimité, je partage une émotion, je regarde un paysage, c'est beau pour moi, donc ça va être beau pour toi, surtout si je te tiens la main, je sens que tout ce que je trouve beau, tu le partages de beau, c'est ça, par exemple. Oui, un exemple comme ça. d'échanger sur le sujet, oui. On va échanger sur le beau paysage que nous partageons. Je peux échanger seul, Alors personne ne te parle d'isolement, hein. J'ai jamais parlé, j'ai dit attention à l'isolement, c'est être célibataire ou sortir de cette tragédie de ne pas faire couple, ça ne veut pas dire s'isoler. D'accord ? Pour la question du partage, si tu veux être libre, parce que moi, je ne te dis pas que ce n'est pas bien de partager, tout ça, ça peut être rigolo, chouette de partager à deux, ça peut être tripant. C'est juste qu'il n'y a pas de liberté quand tu commences à te faire flipper, parce que c'est ça le sujet de ce soir, c'est je me fais flipper à l'idée du temps qui passe et que je me dis que quand même ma vie n'est pas si sympa que ça, parce que ça serait mieux si. Donc c'est comme ça que tu commences les ruminations. On n'est pas encore dans la tragédie, mais ça pourrait advenir. Et donc, pour être libre de ça, évidemment, il faut passer par la polarité inverse, qui est « ceci n'est pas si vrai que ça ». Déjà parce que tu peux partager un paysage avec une nana, tu peux partager avec des amis, tu peux partager avec, je ne sais pas quoi d'ailleurs, les enfants, avec les petits-enfants, la famille. Ou tu peux ne pas partager avec quelqu'un et qui fait 10 fois plus que quand tu partages. Parce que c'est pas forcément. Parce que si tu trouves des arguments comme quoi cette pensée est fausse, elle est fausse. Parce qu'elle est vraie, elle est fausse. Donc elle est aussi fausse, celle-là. Me dire, tu vas pas me la faire, parce que partager un paysage, tu viens de te friter avec ta meuf, d'accord ? Il y a 5 minutes, pour des raisons à la con, et que tu te retrouves avec elle à la plage en train de regarder un super coucher de soleil, et que tu as les boules, et que tu es là, oh là là, je partage, c'est idyllique. Non, parce que c'était tracassé par ce qui vient de se passer, donc tu es là, tu as les nerfs, et donc ton coucher de soleil, machin, même pas tu le vois, parce que ça t'énerve en fait la fille. Donc non, c'est pas forcément vrai, c'est pas systématiquement vrai. Ça peut être faux, ça peut être plus sympa de partager avec un pote avec qui tu n'as pas tous ces machins de ressentiment, de tracas, de ci, de ça. Hein ? Ben oui. Mais on s'en fout, parce que c'est pas prendre quelqu'un par la main qui... De nouveau, toutes les croyances, il faut les déconstruire. Parce que même prendre quelqu'un par la main, ça peut être chouette comme ça peut être chiant. Parce que l'autre, il peut t'encombrer à te tenir la main toutes les 5 minutes et être toujours là à te coller au basket. Donc, c'est pas forcément vrai non plus. Tu vois, tout n'est pas, tu vois, dès que vous avez une croyance et que vous ne passez pas dans l'opposé, vous êtes coincé de chez coincé. Parce que vous alimentez une pensée en étant persuadé que ceci est vrai. Donc, vous n'allez pas vous faire du bien, sachez-le. Vous avez un point de vue et vous êtes sûr que c'est vrai. Et vous ne le déconstruisez pas. Tragique. Ouais, attends, vas-y, tu peux lui faire... Alors, désir, c'est pas une... Mais tous les désirs sont... Elle dit un désir est légitime. Tous les désirs sont légitimes. Bon, bah oui, mais j'ai le désir d'aller... je sais pas, moi. Qu'est-ce que j'ai comme désir, moi qu'est-ce que j'ai j'ai le désir d'aller ce week-end faire... parce que j'aime bien aller faire du longe côte à la mer, parce que j'aime bien la mer. Puis j'aime bien... c'est rigolo, quoi, on se marre bien. Maintenant, si ça ne se fait pas parce que j'ai la crève, ce qui est le cas aujourd'hui, eh c'est pas grave, hein, je ne vais pas me prendre de chou, qu'à cela ne tienne. Mon désir ne sera pas satisfait et je ne vais pas m'en faire un fromage du tout. Parce que je vais faire autre chose, je vais me reposer au chaud avec une bouillotte et je ne vais pas m'en faire un... Je ne suis pas attaquée par le résultat insatisfaisant. Le problème du désir, c'est que quand, par exemple, ici, on reprend son exemple là, je veux la nana parce que j'ai bientôt un âge avancé et je n'aurai pas de nana pour aller voir mon coucher de soleil. C'est pas un désir, là. C'est une attente insatisfaite. Je suis insatisfait, je vais être tristoun. Je vais finir tristoun si j'ai pas ça. Donc, entre le désir, j'ai le désir de partager, mais ça ne se fait pas pour des raisons X, Y, et je m'en fous, tout ira bien parce que je vais faire autre chose de ma vie, c'est différent. Donc, le désir n'est pas un besoin, n'est pas un besoin. Le désir n'est pas un besoin vital, et n'est pas libre du résultat. Un désir, c'est libre. J'ai le désir, ça se fait pas. Voilà. Sinon, je remplace, je vais faire autre chose. Je reviens dans mon vagal ventral. C'est pas subi, c'est choisi.
Donc je ne peux pas, j'ai mieux à faire, ce week-end je ne vais pas aller à la mer, c'est pas grave, hein, je vais faire autre chose. Je vais me reposer dans mon lit, peut-être c'est moins sympa que quand je vais à la mer, mais ça peut être sympa aussi, ce n'est pas grave, je vais me reposer, je vais me faire bien. Donc là je prends soin de moi. Et je ne me fais pas des fabrications de trucs, enfin, je ne vais pas me mettre des nœuds dans la tête, quoi. Je vais arrêter de me satisfaire ou de me foutre le moral à zéro en me disant ma vie n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, ma vie est insatisfaisante. Non. Ah non, je ne me fous pas le bourdon comme ça. C'est de l'acceptation. Bah, c'est plus que de l'acceptation, c'est de retrouver rappelez-vous les 3 branches du système nerveux, hein, vagal ventral, vagal dorsal. C'est comment je me colle du vagal dorsal et du sympathique. Je me colle du stress en me faisant ça. Je ne me fais pas du bien. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein, je veux dire, moi, je veux me retrouver comme la vache qui broute, là. Ça va être vite vu. Hein, je ne suis pas en danger. Qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? Je me fait du bien tout à l'heure. Même pas de l'acceptation, parce que je ne me fais pas de film. Ce qui est important, c'est que je sois dans mon ventral, moi. Donc, ce soir, je passe une bonne soirée. Moi, c'est merveilleux. Je vais me regarder les petites machins. Qu'est-ce que je vais aller me raconter, m'alimenter des trucs, des trucs mentaux qui ne me servent à rien et qui vont me foutre le moral à zéro. Mais ça n'a aucun intérêt, franchement. C'est même pas de l'acceptation. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Alors, je peux de temps en temps, comme je suis humaine, être traversée par des pensées humaines comme ça, pensées existentielles. Ah, mais que vais-je devenir? Alors, je dis à ma copine, alors, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un. Mais si tu veux, c'est une part de moi qui est à l'œuvre. Mais je ne l'alimente pas, ça me fait sourire, en fait. Parce que c'est humain. Mais je ne vais plus tomber dedans comme à une époque où je me racontais ça, mais j'étais vraiment dans... C'est vrai, la nuit, dans le noir, oh, j'ai encore raté le couple et moi, j'y arrive pas, je devrais y arriver. Gna, 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 gna. Bon, là, j'étais vraiment dans le tragique parce que j'y croyais dur comme fer, en plus. Aujourd'hui, je crois plus dans la régulation du système nerveux. Tu vois. Je trouve que c'est plus vrai parce que c'est plus concret. Je suis plus dans la réalité, c'est plus en contact avec la réalité. Je ne suis pas en contact tellement, 107 ans, avec des pensées, je me méfie des pensées. Les pensées, mais c'est une pensée que je trouve, c'est une pensée de pourrise. Mais alors, le temps passe, je ne trouverai personne. Bon, alors c'est mieux si je partage. Bon, ben voilà, mais là c'est moyen quand même, c'est bof-bof, ma vie elle est bof-bof, elle est bof-bof. Ah bah si tu la vis bof-bof... Et ça, c'est toutes les nanas que j'ai, elles sont toutes comme ça. Et tout le monde me fait ça. Donc, tu la rends bof-bof, ta vie, tu vois. Oui, ceux qui doivent partir, vous y allez. Hein. Donc, vous la rendez bof-bof, parce que vous la voyez bof-bof. Ah non, mais c'est vu comme ça. Hein. Mais merci d'avoir dit, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent ça et qui le vivent comme ça. C'est la plupart des gens qui me consultent, ils le vivent comme ça, ils le disent comme ça. Hein. Donc, on rend notre vie bof parce qu'on la voit bof. Tu vois? Et ouais. Donc, merci pour ce témoignage qui contribue, où tout le monde va se retrouver. Ils vont me dire, bah oui, c'est vrai. Notamment ceux qui m'écoutent, parce que ceux qui sont en couple et ils ne m'écoutent pas, ceux-là. Donc, ceux qui sont dans le même cas que vous, il y en a une majorité, en fait. C'est tellement commun. Et comme on est il y a beaucoup de célibataires quand même maintenant. Donc il y a beaucoup de personnes qui traversent ça et qui se disent ça. C'est pour ça que je voudrais les accompagner au mieux pour dire mais arrêtez de vous foutre le bourdon, parce que quand on est convaincu que c'est vrai, ben, si tu vas au resto par exemple avec un ami, ben, tu vas te dire ah ouais mais bon, si j'étais avec ma meuf en train de lui tenir la main, ça serait mieux qu'avec mon pote. Et voilà, et comment tu contribues à ton désespoir, c'est tragique. Donc tu kiffes pas vraiment. Donc en ne kiffant pas, tu ne peux pas... Ah oui, je l'ai dit ça, ma patiente. J'ai dit ça, c'est pas terrible. Parce que tu ne peux pas intégrer ce que tu vis. Tu vois? Tu n'absorbes pas. Par exemple, tu passes un super moment avec ta pote au resto. Je sais pas, exemple. Eh bien, tu dévalues ton moment. Tu dis oui, mais il n'y a pas mon mec. Ou alors tu n'arrêtes pas de la bassiner avec ton copain avec qui ça se passe pas bien, avec ta relation. Donc, tu kiffes pas tellement le moment. Et même si tu le kiffes, tu as passé un bon moment, tu l'absorbes pas. Donc, ton système, il se dérégule, il est toujours dérégulé. Tu sors, tu arrives, tu es dérégulé, tu sors, tu es dérégulé. Bref, tu n'as rien fait du tout. Tu t'es pas aidé. Mais non. Mais oui. Mais comment? Mais vous vous aidez pas. Mais c'est important parce que ça veut dire, je regarde les petites étoiles là, quand je vais sortir, je fais attention à ça, mais j'absorbe en fait. Je me dis pas, bon. Mais non, sinon vous contribuez pas.
Mais ça, où vous passez un bon moment, mais absorbez, savourez, profitez, intégrez dans vos cellules. Mais sinon, ça ne sert à rien, votre truc. Vous ne passerez jamais d'un état du vagal dorsal ou du sympathique, vous ne passerez pas dans le ventral. Ce n'est pas possible. Vous ne vous aidez pas vous-même. Mais vous le savez, vous ne vous en rendez pas compte, en fait. Donc, c'est important de s'en rendre compte. De vraiment être là, vraiment dans le concret. Et quand il y a des petites choses mises bout à bout, si vous faites ça dans votre quotidien, ça va aller mieux. Hein. Vous aurez des pensées moins de merde comme ça. C'est des pensées pourries, ça. Non, mais ça, c'est moi. Mais moi aussi, j'en ai. Mais moi, j'en ai sur. Mais chacun dans les siennes. Hein. Chacun des trucs pessimistes. Mais on a tous un enfant vulnérable. Donc là, c'est sur ce sujet. Mais rappelez-vous, tout le monde en a sur d'autres sujets. Non, mais c'était. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, moi, je me le dis quand je suis quand j'ai des pensées complètement pourries et que j'arrive pas et que je sombre dans mes pensées. Bon, après, j'appelle ma psy parce que c'est tous pareil. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bien aussi de se faire aider parce qu'on n'a pas de distance. Quand on patauge, on est dedans. On n'a pas du tout de recul. Après, on voit comment on peut s'aider à contribuer, déjà à s'aider soi-même et tout. Mais quand on est au fond du trou, on patauge. Hein. Bon, c'est comme ça. Et je vous ai dit, quand on est dans le désespoir, c'est comme ça. C'est temporaire, mais quand on est dedans, on est dedans. Donc déjà, pas sans vouloir d'être comme ça, on fait de son mieux. Voilà. Et merci à tous d'avoir été présents.